Le métier d'ostéopathe va vraiment pas bien, faut en être conscient. On est beaucoup trop d'ostéos, se frotte vraiment au problème de bah oui en fait les formations ostéo sont très hétérogènes. Quoi, en plus, je crois que vous êtes champion Aerox Bordeaux double, c'est ça? Ouais. Là aussi, vous avez le record France, non? 53 et quelques. Le record a été fait à Amsterdam, le record France. Un 54-49 je crois à Stockholm. Tu vois, à Amsterdam on était encore à 3,47 de pace au run. Stockholm on est à 3,40. Mais c'est un truc de malade, on se sentait pousser des ailes. Une vidéo un peu qui a tourné de moi sur Instagram où en fait je pousse une nana mais en même temps elle est là, je lui dis pardon. J'avoue que la petite dame je la pousse. Ouais mais t'abuses quand même Mévéna. Je dis non mais les gars en fait moi je suis là à 6h du mat à m'entraîner sur ton tapis. Tu reçois un mail comme quoi il y a une fast lane qu'il faut que tu fasses attention, que si dessus de 4,15 au kill, cours à droite en fait. Parce qu'en fait l'empathie ça va dans les deux sens et j'espère qu'Aerox France va faire quelque chose là-dessus. T'as trop de coachs à tout va qui font des coachings Aerox, qui ont jamais fait d'Aerox de leur vie. Vous savez le nombre de messages que je reçois. Ah Mévéna je voulais savoir t'en penses quoi parce que là du coup j'ai fait une séance Aerox et puis il m'a fait courir et nanana et puis il m'a fait ça derrière. Et en fait bah, les coachs c'est des coachs de foire qui connaissent rien à l'Aerox. C'est vrai que l'Aerox c'est très accessible, c'est des mouvements simples et en fait ça parle aux gens et je pense que c'est cette discipline frappée fort mais c'est chouette parce que ça fait du bien aux gens aussi quoi. Ouais non mais totalement. Et le Aerox différent du CrossFit, t'as pas le côté mouvement de force athlétique et le côté mouvement de gymnastique. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mévéna Penglier, ostéopathe à Tours et surtout athlète Aerox avec son compagnon Quentin, sponsorisé NutriPure et Puma. Donc en même temps, vu le niveau, c'est un peu et normal. TSE, Donc, très important et TSE. TSE aussi. Athletics. Excellent. Donc ouais, c'est vrai que j'avais vu les photos sur Instagram. Donc aujourd'hui, on va surtout, je t'ai invité pour parler forcément de ton parcours en tant qu'athlète Aerox. En plus, déjà que la discipline, elle a, on va dire, très peu d'années. Vous êtes monté en puissance avec ton copain Quentin, donc ça va être un peu l'objectif de voir un peu vos objectifs à venir, comment vous avez découvert le Aerox, ton métier en tant qu'ostéopathe, donc comment tu arrives un peu à caler tout ça, quels sont un peu les avantages d'être ostéopathe et de faire une discipline un peu comme le Aerox, surtout au niveau un peu de la prévention des blessures. Si peut-être, vu que tu es un peu dans le côté Aerox, est-ce que peut-être que tu as déjà eu des patients qui ont fait des Aerox et qui du coup ont eu des blessures et quelles sont, on va dire, un peu les blessures tips. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça. Donc, au cas où, si je ne l'ai pas assez fait, je te laisse te présenter, grosso modo, voilà, qui tu es, ton parcours. Ça roule. Alors, Mévéna, du coup, 29 ans encore pour le moment, pour quelques semaines. Ostéopathe, donc comme tu l'as dit, de formation. De base, je suis de la région parisienne. Et puis moi, je me suis installée après en Touraine où j'ai rencontré Quentin et tout ça et où on a fait notre vie perso et pro ici. J'ai toujours été du coup dans le sport de haut niveau à la base, dans le badminton. C'est ce qui m'avait amené du coup en Touraine. Parce que je cherchais un club un petit peu pour m'excentrer de la région parisienne où ça se passait plus forcément bien. Et en même temps, je cherchais un club dans lequel, une fois diplômée, je pourrais continuer à m'épanouir tout en ouvrant mon cabinet parce que je voulais pas du tout m'installer en région parisienne. Donc du coup, les choses ont fait que je me suis installée, je me suis plus en Touraine. Donc nous voilà ici aujourd'hui. Et du coup, depuis qu'Aerox est arrivé en France maintenant, athlète Aerox. Et puis c'était pas prévu que je retombe dans le haut niveau, je t'avoue. Parce que le pro prend beaucoup de place et que c'est quand même beaucoup de sacrifices ce mode de vie. Mais bon, les choses ont fait que. Et puis, porté par l'émulsion en couple, le taf de Quentin qui est coach et les résultats aussi et le fait qu'on soit très compétiteur, du coup, Aerox à fond quoi maintenant. Ok, ça marche. Écoute, tu viens de me l'apprendre par rapport à la partie badminton. Donc je pense qu'on peut commencer par ça parce que de base, je voulais commencer un peu forcément comment t'es devenu ostéopathe, les formations que t'as fait, etc. Mais du coup, j'imagine que ça en découle le côté un peu badminton haut niveau. T'as dû l'avoir quand t'étais peut-être au lycée. J'ai commencé le bad à haute dose à 9 ans. Ok. Donc j'ai toujours baigné beaucoup dans le sport, avec les petits bobos forcément qui vont avec, que ce soit les petites pathologies de croissance pendant la croissance justement. Et puis après, alors faut savoir que on dirait pas comme ça et souvent on se fait un petit peu tailler les badistes parce qu'on dit badiste, on dit pas badmintonien ou que sais-je. Ok, badiste, c'est bon à savoir, donc j'adore le badminton. Voilà, mes premiers amours sont quand même là-bas. C'est très traumatique en fait. Il y a beaucoup de contre-pieds, beaucoup de sauts, tu retombes et tout ça. Et donc c'est très traumatisant. Et c'est pour ça aussi, moi d'ailleurs, qu'arriver à l'ouverture du cabinet, arriver 23, 24 ans, même quand t'es pas encore périmé, tu peux encore jouer beaucoup, mais c'est vrai que j'avais pesé le pour et le contre et de dire ok en fait, moi je suis déjà passée par les ligaments croisés et tout ça,
Ben, aujourd'hui, j'ai un cabinet. Si je me pète les ligaments croisés, que je peux pas travailler pendant 2 mois, c'est plus enquiquinant que quand t'as 18 ans et que tu te les pètes et que t'es au lycée, tu vois. Donc ouais, le BAD, c'est pour ça aussi que j'avais mis un petit peu un stop. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, c'est vrai que j'ai eu accès à pas mal de soins pendant déjà ma pratique de badiste et dont l'ostéopathie. Après, moi, j'ai toujours voulu travailler au contact de l'humain. J'ai Hmm. toujours voulu avoir déjà mon propre business, mon propre truc. Donc c'est vrai que c'est un job qui s'y porte bien parce que tu peux travailler tout seul dans un cabinet et du coup, naturellement, je me suis plutôt orientée vers ça. Il y avait une super école à côté de chez moi dans le 94, donc du coup, bah, j'ai pu faire tout mon cursus là-bas. Et puis, une fois arrivé les fins d'études, les projets pro et tout, mais c'est là que je me suis plus orientée en Touraine, du coup, en vue de m'y installer définitivement en post-diplôme, quoi. Ok, ok, ça marche. Top. Et du coup, t'as commencé la formation d'ostéopathe, c'est en 4 ans là? C'était C'est ça? en 5 ans. 5 ans, ok. Quelle 5 ans. T'as choisi quoi comme spécialisation? Alors, en fait, t'as pas vraiment de spé. Je sais qu'il y a Ok. beaucoup d'ostéos qui s'autoproclament spécialistes du nourrisson, du sportif et tout. Alors ça, moi, Ouais, ça me met un peu en furie. Parce qu'en fait, ça n'existe pas, la spécialisation. Tu peux faire des formations un petit peu complémentaire. complémentaires. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir près de chez moi une école vraiment quali parce que toutes les écoles d'ostéo ne se valent vraiment pas. Ok. De toute façon, sans cracher sur aucun confrère, ceux qui ont affaire à des ostéos se rendent bien compte que d'un ostéo à l'autre, ça peut être très très différent et les pratiques sont très différentes, voire parfois tu te dis mais attends c'est pas possible, ils font pas le même job les deux. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc ouais non moi j'avais une très bonne école et après c'est vrai que naturellement comme je suis arrivée en Touraine avec un peu cette étiquette de bon bah elle est joueuse de National 1, elle est l'ostéo des sportives et des sportifs, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de sportifs au départ. C'est une population avec laquelle je suis très très à l'aise et le feeling et Hmm. aussi dans les bobos parce que forcément j'ai un gros passif derrière moi. Mais après à côté de ça, tu vois, je fais des bébés, des femmes enceintes, mes seniors et je les adore aussi quoi. Il y a pas de souci. Donc je fais vraiment de tout. Mais c'est vrai que j'ai une grosse préf quand même pour le sportif quoi. Ok, ouais, ouais, c'est un peu normal. Et au niveau, bah, par exemple, de rien que de ce métier, c'était quoi un peu, on va dire, ton pourquoi d'avoir choisi le métier d'ostéopathe VS, je dis une bêtise, bah, kiné, forcément, ça s'y rapproche. Non, mais la question est totalement légitime, surtout que beaucoup, enfin, on les met souvent Confrontation. même un petit peu en VS, ces Hmm. deux jobs-ci, à tort, hein, parce qu'en fait, ils sont vraiment complémentaires. De ouf. La grosse diff entre kiné et ostéo, déjà, je dirais, ostéo, c'est quelque chose où tu viens en première intention. Donc, en fait, tu peux venir me voir. T'as pas forcément vu un médecin ou quoi qui t'a fait une prescription avant. Et en fait, nous, on a parfois un petit peu plus cette étape diagnostique où déjà, on a cette responsabilité de dire, OK, ce patient, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est, nous, on appelle ça les drapeaux verts. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est à moi de faire la prise en charge? Ou est-ce que là, il y a un truc un peu louche. Je préfère que vous alliez faire des examens complémentaires, que vous alliez voir votre médecin et tout de nouveau. Donc en fait, je t'avoue que moi, ça me faisait un petit peu plus palpiter en termes de diagnostic différentiel, nous on appelle ça et tout ça. Ouais, je trouve que tu as plus cette proximité avec le patient parce que kiné, bah, malheureusement, ils sont, encore une fois, je les vise pas du tout et je les blâme pas, mais ils sont contraints de faire un petit peu cet effet usine où ils ont beaucoup de patients d'un coup. Ils n'ont pas forcément le temps de passer du temps avec eux. Et je t'avoue que moi, ce côté où vraiment tu as le temps, je me compare souvent à une coiffeuse parce qu'en fait, je fais mon taf, je le fais bien, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, je suis là, je suis sur la table, je fais mes petites manips. Et en même temps, alors, votre enfant, ça va mieux. Et puis machin. Et puis votre maison, ça avance les travaux. Et enfin, franchement, c'est ce que je kiffe dans mon taf. C'est humain plus plus. Donc, c'est vrai que c'est la diff. Mais sinon, à proprement parler, technique pure et dure, la grosse diff entre kiné et ostéo, c'est que kiné, il va te faire de l'actif, tu vois, plutôt de la rééduque, vraiment le réapprentissage du mouvement Hmm. pour la faire très très simple et pour vulgariser. Là où nous, on est vraiment dans le passif. En gros, t'es sur la table, tu fais rien, je papote avec toi, mais c'est que moi qui bosse sur ta machine, quoi, sur ton corps. Ok, ouais. Non, ouais, c'est vrai. Et par rapport, on va dire, ouais, les patients, la plupart du temps, toi, vu que tu as souvent, on va dire, des sportifs, la plupart du temps, une bonne partie du moins, c'est quoi un peu vraiment les pathologies, on va dire, qui reviennent souvent en tant qu'ostéo vs kiné? Parce que ostéo, en général, tu sais, on y va un peu pour, je dis une bêtise, le mal de dos. Moi, des fois, j'ai des problèmes au niveau des cervicales. Je sais que c'est en lien avec soit les muscles iliocostaux, soit ça vient de l'épaule gauche, qui a des tensions qui répercutent et tout. Et toi, la plupart du temps, tu traites comment? Et est-ce que, voilà, je dis une bêtise, ostéopathe est égal à craquage, mais pas tout le temps?
On a un peu voilà. Moi, c'est vrai que c'est bête, mais quand je me laisse le temps de tester des ostéopathes. Mais j'avoue que quand il y en a un, il me fait pas craquer, ça m'énerve. En fait, je sais pas, j'y crois pas. Mais du coup, je me dis, je sais pas où va se faire le travail, alors que j'ai un j'ai un kiné ostéo qui a fait la formation ostéopathe en plus. Quand j'arrive, il me fait craquer pas un peu de partout, il essaie de cibler les zones et ça fait du bien, quoi. Mais peut-être est-ce que toi, du coup, tu fais craquer ou pas? Parce que je sais qu'il y a deux types d'ostéopathie, on va dire, grosso modo. Alors, bien évidemment, alors c'est vrai que souvent les patients vous parlez de faire craquer ou de cracking ou quoi. Dans le jargon plus pro, nous on appelle ça les techniques à haute vélocité, basse amplitude. Donc en gros, c'est t'envoies le thrust et t'informes les tissus de manière assez profonde. Alors je te passe les détails neurovégétatifs et tout ça, mais c'est vrai que pour les patients comme moi qui travaillent en biomécanique comme ça, en structurel, on appelle ça nous pur et dur. C'est vrai que pour nous, bien évidemment, c'est tout ce que tu dis. Moi, je ne peux que boire ces paroles et dire mais bien sûr, tu as raison. Le métier d'ostéopathe va vraiment pas bien. Faut en être conscient. Ok, En fait, d'accord. on est beaucoup trop d'ostéos. La démographie d'ostéos et c'est la catastrophe. Et en fait, il faut savoir que, franchement, je saurais pas te sortir les statistiques, mais il y a énormément d'ostéos qui arrêtent d'être ostéopathes parce que ils ont pas assez de patients. Ok. Tu couples évidemment à ça le fait que tu dois avoir ton cabinet. Nous, on n'est pas bien reconnus, donc en fait, on n'est pas dans les institutions, on n'est pas dans les hôpitaux, on n'est pas dans les maisons de retraite. Donc en gros, t'as pas 10 000 choix quand tu sors des écoles Oui, d'ostéo. libéral ou Voilà, avec si un tu autre fais ton ostéo. câble, en gros. Donc, soit tu fais du remplace, soit tu prends ta propre affaire. Moi, ce qui était mon cas, j'ai voulu faire mon truc tout de suite. Mais c'est vrai que sinon, maintenant, il commence à y avoir des clubs de sport qui te proposent des prestats et tout ça. Mais ça reste très peu rémunérateur par rapport à ce que tu peux avoir en cabinet quand tu as un cabinet qui tourne très bien. Parce que ostéo, quand tu as un cabinet qui tourne, on va pas se le cacher, hein, c'est très très chouette, c'est un job très rémunérateur. Mais faut bien remettre en place que déjà, ostéo, à mon époque, même si je suis pas encore un fossile, c'était déjà il y a 7 ans que je suis diplômée, on était à 40 000 euros les études. Oui, Et ça encore, pique toujours autant, ouais. C'est un c'est peu plus plus même cher que maintenant, je pense. c'est un peu plus cher que la kiné. Donc toi, tu as fait 5 ans. On Oui. est en moyenne 7-8 000 l'année, plus ou moins. Faudra même plus parce Ah que ouais? moi, à mon époque, on était à 8 000 l'année et maintenant, on est plus sur du 9 000, 10 000 euros l'année, les écoles d'ostéo. Pendant 5 ans. Je t'avoue que c'est pour ça que, Que ça bon, t'avait refroidi? mes parents, ils ont toujours voulu m'aider pour les études, donc ça, y a pas de souci. Et puis moi, Mhm. j'adore l'anatomie, j'ai fait STAPS. Donc moi, quand c'était bioméca, j'avoue, j'étais pas très fan, mais Mhm. anatomie, physiologie, c'était un bonheur. Mais c'est des études, ouais, vraiment très kiffantes, très gratifiantes. Mais bon, ça coûte vite cher. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que la plupart du temps, tes profs, c'est des ostéos, kinés qui sont déjà en job, voilà. Donc forcément, il faut les payer à côté, hein. C'est comme la fac, hein. Un prof, en général, c'est pas comme un prof de lycée, il fait pas que ça de sa journée. Donc forcément, ça coûte vite cher. Et du coup, faut l'amortir dans la formation. Non, mais c'est clair, c'est tout à fait ça. Après, d'où l'intérêt aussi de bien choisir son école. Moi, je sais que mes parents avaient pas du tout les moyens de me payer mes études d'ostéo. En plus, je suis la troisième de la fratrie. Ouais. J'avais déjà grand frère, grand sœur qui avaient fait des études chères. Donc moi, je suis arrivée un petit peu comme ça. Bon, j'avais déjà mon petit caractère à dire, bon, écoutez, c'est mort. Moi, si je veux faire ça, c'est mort. On va y aller. On va s'arracher mes prêts étudiants et tout ça. Donc même la banque, elle m'a dit, t'es mignonne ma cocotte, mais jamais on te prête 40 000, on va te prêter que 20 000. J'ai dit, c'est pas grave, job étudiant et tout. Et je veux pas de médaille pour ça, hein. Je regrette pas de l'avoir fait, même si pour rien au monde, franchement, je reviendrai à ces années de ma vie parce que c'était horriblement fatigant. Mais après, voilà, encore une fois, quand t'es un ostéo qui tourne, ça en vaut la chandelle parce que ton prêt étudiant, tu le rembourses facilement et puis voilà, et ça roule. Mais c'est vrai que souvent, il y en a qui pensent, t'es ostéo, putain, ouais, tu palpes et tout. Alors, moi, je gagne bien ma vie, c'est pas un problème, mais c'est vrai que la plupart des ostéos, non, c'est pas le cas. Soit ils ont un job à côté, soit en fait, au bout de 3 4 ans, ils mettent la clé sous la porte. En général, ça correspond au moment où on n'a plus trop de, tu sais, parfois on a des facilités au niveau des charges sociales au tout début où tu payes un peu moins et tout. Ouais, Et puis ça, en l'acre, tout fait, ça, et après, ouais. voilà. Quand ça disparaît, en fait, ils disent, mais non, mais en fait, c'est pas viable. Donc c'est vrai que ça, déjà, c'est un premier problème. Et on se frotte vraiment au problème de, oui, en fait, les formations ostéo sont très hétérogènes. Il y a beaucoup. Alors, je sais pas si tu as entendu parler d'EBP, ça s'appelle Evidence Based Practice. Donc ça, Ok. c'est vrai aussi en kiné, en ostéo et tout. Et en fait,
c'est en grosso modo, quand tu es un praticien EBP, ça prouve que ta pratique, elle est basée sur des faits scientifiques en fait. Par exemple, moi, si j'explique à un médecin, à un chir ou quoi, ce que je fais en ostéopathie et pourquoi en découle du mieux, du relâchement musculaire ou quoi, il peut pas me dire, ben non, tu le sors de ton chapeau. Bah non, parce qu'en fait, c'est factuel, tu vois. Maintenant, alors j'ai rien contre les confrères, et je veux viser personne et puis voilà. Mais je t'avoue que les patients qui disent, ouais, je suis allée voir un de vos confrères, il m'a allongé sur la table, déjà, il m'a pas déshabillé. Alors, dis-moi comment tu travailles un corps sans déshabiller, sans voir la posture, mais Ouais. soit. Ah, franchement, je me suis presque endormie sur la table, il m'a fait des petits points de pression. Ok. Eh ben, je leur dis, bah, écoutez, ça va être un peu différent. Alors, moi, en effet, j'ai beaucoup recours aux manips haute vélocité, basse amplitude. J'en fais beaucoup, je fais pas que ça, mais on est d'accord que chez les sujets jeunes, en bonne santé, c'est vraiment la valeur ajoutée. Enfin, je veux dire, à un moment donné, tu me payes, c'est pas pour avoir un massage. Sinon, moi, c'est ce que je dis à tous mes patients. Autant aller chez Yves Rocher, les nanas sont pimpées, ça sent bon, et puis vraiment, vous avez un moment bien-être, quoi. Moi, je suis pas là pour du bien-être à l'instant T. Je suis là pour du make-up, pour du thérapeutique. Et en fait, je m'en fiche un petit peu que tu me kiffes pas pendant 40 minutes et pendant les 24-48 heures qui suivent, parce que tu sais, parfois, tu peux un peu accuser le coup, avoir des courbatures Ça peut envoyer, ouais. Ça peut envoyer. Donc, je préviens les patients, ça fait partie de la pédagogie, mais je leur dis, voilà, moi, je m'en fiche que... Alors, bien sûr, il faut pas qu'ils souffrent pas sur la table, les manips font jamais mal, mais je veux dire, je suis pas là non plus pour que tu kiffes à l'instant T, mais je veux que tu ailles bien sur le long terme, quoi. Même si il y a certains patients, quand tu les craques de partout sur la table, c'est l'apothéose, ils me disent, ah ouais, j'attendais ça depuis 4 semaines. Ah, Donc, moi, je kiffe, moi. Juste pour revenir un peu par rapport à ce truc un peu de craquage, on est d'accord que c'est pour libérer en gros, genre c'est pas comme du gaz où il y a quelque chose qu'on libère par rapport à ça, qui fait en gros les frictions, je sais plus, c'est pas de l'O2, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Alors moi, Des ça, c'est un bulles truc d'air. aussi que j'explique toujours à mes patients, parce que j'essaye de faire beaucoup de pédagogie, parce que c'est votre De machine ouf. avant tout, et que en fait, il faut qu'on soit complice et que le patient soit aussi acteur de sa santé. En fait, je donne souvent l'exemple des vertèbres, parce que les vertèbres, c'est ce qu'on craque, c'est là dont on obtient le bruit. Et en fait, souvent, les patients, vous entendez le crack, vous sentez que ça bouge quand même dans votre dos, dans votre cou. Illico, vous vous dites, vous sentez que, ah ouais, purée, c'est le truc dont j'avais besoin, je sens, tu vois. Et donc, pour vous, dans votre tête, c'est, ok, elle a remis un truc dans les rails. Donc, c'est ce que j'explique à mes patients. En fait, c'est pas une histoire de, genre ça, c'est tes vertèbres, c'est pas une histoire de crac, je remets un truc en place, mais c'est plus une histoire de, tu vois, t'es jeune, t'es en bonne santé. Par exemple, si je me base sur tes vertèbres thoraciques, elles sont censées tourner comme ça. Elles tournent que comme ça parce que les muscles autour, pour vulgariser la chose, ils sont contractés, pas contents, Raide. verrouillés. Ouais. Donc, en fait, moi, mon taf, par un étirement vif de ces structures-ci, donc tendons, ligaments, capsules articulaires, je vais les informer en disant, bon, les gars, relâchez-vous, quoi. Et ça, après, bon, c'est des réactions chimiques, des petites choses vraiment, c'est de la mécanobiologie, mécanotransduction et tout, donc je te passe les détails. Mais en gros, le bruit que tu entends, c'est simplement, oui, une bulle d'air qui s'échappe au niveau articulaire. Et c'est vrai que c'est pas parce que tu as forcément un bruit articulaire que ça veut dire que la manip est super bien réalisée, mais c'est pas parce que mais souvent quand tu as une bonne manip bien réalisée au bon endroit, au bon moment avec la bonne pêche, en général, tu as un bruit articulaire et s'en découle en fait tout de suite un relâchement au niveau du patient et il le sent, quoi. Ouais, et en plus, à chaque fois, vous demandez toujours de souffler en même temps. Donc, Oui, j'imagine que c'est pour ça permet de détendre. relâcher les muscles, un peu comme quand tu t'étires et que Ouais. tu progresses sur l'expi en fait. Ok, top. Non, mais ouais. Et du coup, toi, t'as quand même peut-être pas des types de pathologies qui reviennent souvent, mais c'est où que l'ostéopathe peut avoir le plus, on va dire, de bénéfices pendant une séance. Après, je sais que ça peut venir à plein d'endroits, mais peut-être ça vient plus, je sais pas, je dis une bêtise, cervicale. Je sais qu'en souvent, vous avez quand même un peu ce mouvement où des fois, il y a un bébé décalage d'ange, parce que moi, j'y étais j'y étais confronté. Et c'est vrai que pendant la manip, vous arrivez à relâcher les tensions pour que limite, il y ait un très léger décalage au niveau des pieds. Et en fait, on repart sur de bonnes bases. Bon, après, le but, c'est pas le lendemain d'aller faire un squat à 140 et de se rebloquer, quoi, parce que ça aussi, on n'en parle pas assez de la récup aussi post-séance. Ouais, alors pour revenir sur les mots qu'on trouve le plus, alors c'est vrai que nous on est réputé pour les douleurs vertébrales plutôt, donc vertébrales ça peut aller de tes cervicales à tes lombaires, hein. Donc c'est un peu le cliché de tiens j'ai un lumbago, un torticolis, tiens je vais aller chez l'ostéo. Ça on va dire que c'est ancré, les gens ont l'habitude de faire appel à nous pour ça. Après en vrai on peut traiter tout type de pathologie.
on va être. Moi, je réfléchis toujours un petit peu en part de gâteau. Tu vois, sur un lumbago ou quoi. Parfois, ça peut être 100% pour nous. Demain, tu viens pour une entorse de cheville. Bah moi, je vais travailler. Je vais faire une part du gâteau où je vais travailler sur l'amplitude articulaire de ta cheville, sur le genou, sur la hanche, sur la chaîne articulaire et tout. Là où il va y avoir quand même aussi un gros job du kiné, où lui, par contre, il va s'occuper, par exemple, de toute la remusculation et des choses comme ça. Là, on est vraiment sur un travail d'équipe. Donc, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus. Maintenant, les gens viennent pas que pour des douleurs de dos. En tout cas, moi, Oui. ma patientèle que j'ai au cabinet, ils viennent pour plein de choses. Mais tu vois, c'est vrai que pour revenir sur ton histoire là de hanche, c'est vrai que la plupart, ils nous voient comme, ok, on va en fait aller chez l'ostéo pour qu'il régule un petit peu nos compensations et tout ça. Mais là, c'est pareil, c'est à nous aussi de rester à notre place et de dire, bah écoutez, monsieur, oui, votre médecin, il vous a dit que vous aviez une hanche plus basse que l'autre. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'impotence fonctionnelle. Et donc, en fait, on s'en fout, c'est votre forme. Mais Mhm. ça, c'est pareil. Si tu savais le nombre d'ostéos, pourtant qui travaillent comme moi, hein, en manip et tout ça, et où tu dis, putain, ouais, c'est cool. Ils sont EBP, nana. Et puis, en fait, dans l'intellectualisation et dans l'explication de la chose auprès du patient, c'est, ah bah, vous avez une hanche plus basse que l'autre, ou vous avez le bassin décalé, je vais vous le remettre en place. Et là, tu dis, mais non. Parce qu'en fait, le patient, après, il comprend rien, en fait. Il se dit, Mhm. ah ouais, putain, il m'a remis en place avec la manip. Mais tu vois, là, ce que tu dis en termes de tension et tout ça, déjà, ça me plaît mieux. Parce que c'est vraiment des histoires de tension, en fait, qu'on défait, qui de là en découle une meilleure mobilité, des choses Ouais, comme voilà, ça. mais la tension, tu peux la libérer si tu ne règles peut-être pas le problème, qui est peut-être des semelles orthopédiques, je dis une bêtise, tu vois, pour le cas des hanches. T'as tout compris. Tu peux y aller autant de fois que tu veux, ça T'es sûr reviendra que tu pas. veux pas te réorienter en ostéopathie, toi? Mais voilà, j'aurais tellement kiffé, mais Ah, je vais t'échauffer, t'inquiète. on en reviendra un peu après, mais c'est un métier, je pense que j'aurais pas fait ça toute ma vie. Et du coup, on découle le fait d'avoir un peu le seum de payer peut-être 30 40 000 euros d'école. Et d'ailleurs, bah, peut-être si on peut en parler un peu de comment ça marche, la rémunération vs la kiné. Mais ça aussi, je sais qu'on est bien rémunéré, mais en général, c'est pour aussi rembourser un prêt étudiant. Et moi, je veux quand même on va dire un aspect financier un peu plus important, avec un peu plus de liberté. Et c'est vrai que l'ostéopathie, même si, bon, moi, je t'avoue, quand j'ai pensé à ce métier, moi, je pensais déjà ouvrir pas des franchises, mais des cabinets où, genre, je travaille pas à l'intérieur, mais je propose un cabinet avec de très bonne qualité à des ostéopathes. Mais encore une fois, est-ce que ça se fait? Je sais que, tu vois, par exemple, je pense que tu connais Bazinga. Et ben lui, il a dit qu'à un moment donné, à l'époque, quand il était kiné, il faisait des séances de kiné dans une salle de sport et juste il avait mis son blaze devant la salle et en fait ils lui ont dit oui, il y a l'ordre des kinés qui est venu. Ils lui ont dit vous avez pas le droit en fait de faire la promotion et lui il était en mode mais je fais pas la promotion, je lui dis qu'il y a un kiné Là, si vous quoi. voulez. Voilà. Mhm. Ostéopathe, étant donné que vous êtes peut-être pas rattaché direct, je sais pas, c'est un ordre des ostéopathes. Est-ce que vous êtes rattaché du coup au niveau de la santé un minimum? Mais du coup, je sais très bien que vous avez pas le truc de genre c'est remboursé par la mutuelle, mais pas par la sécurité sociale. Donc je pense que la moyenne, on va dire, d'une consultation d'ostéopathie est aux alentours des 50 à 60 euros. Tout dépend de la zone. C'est dans votre poche pour payer bien évidemment les charges, etc. et tout. Mais je sais que kiné aussi, il y a des charges. Donc, mais Ouais. ça descend beaucoup plus vite pour eux. C'est pour ça qu'ils font un peu le côté usine, qui est malheureusement dommage pour ce métier. On est d'accord. Bah, il y a plein de trucs intéressants là dans ce que tu viens de dire. Par où prendre dans l'ordre? Alors, pour répondre déjà à ta question sur l'ordre des ostéos, alors nous, on a un petit peu une position bâtarde entre deux. Ok. Typiquement, tu vois, pendant le Covid, quand il fallait se faire vacciner, se prendre des picousses, nanana, l'effort national de faut dire à tout le monde de se faire vacciner et tout. Bah là, bizarrement, on était professionnels de santé, donc fallait tous qu'on se prenne nos picousses, les ostéos et tout, sinon on pouvait pas travailler. Mhm. Je suis pas une anti-vax, je suis pas une complotiste et tout. Mais C'est ils pas te le mettent dans le sujet, mais bâton en fait quand ils veulent. voilà, pareil pour plein de choses, tu vois, tu parles de t'as pas le droit de faire de pub et tout. Nous, c'est vrai qu'éthiquement, on n'a pas le droit, par exemple, de faire des flyers, on n'a pas le droit de faire tout ça. Éthiquement, en fait, c'est exactement comme un médecin, un kiné ou quoi, par exemple. Ça se développe beaucoup les kinés, les ostéos sur Instagram. Après, c'est pour ça que souvent ils prônent pas leur cabinet, mais c'est juste ils donnent des conseils et Ouais, ou tout. de la formation, ouais. Mais normalement, alors il y en a plein qui le font, mais éthiquement, ça ne se fait pas de faire une page Instagram où tu fais des pubs pour ton cabinet et tout. Enfin, éthiquement, on fait pas ça. Il y en a qui le font, grand bien leur face. Moi, perso, j'ai pas besoin de le faire. Mon cabinet, il est plein. Clairement, mon Insta, il sert juste parce que j'ai plein de patients sur mon Insta à moi. Donc parfois, j'ai tellement de demandes que quand j'ai un truc qui se libère à la dernière minute, boum, je le balance et comme ça, bah je sais que les patients que j'ai sur Insta, c'est peut-être ceux que j'apprécie encore plus.
Donc ils se jettent sur le créneau dispo et c'est le seul moment en fait où je parle de mon cabinet C'est sur vrai, Instagram. tu donnes pas de conseils d'ostéopathie à proprement parler, quoi. Non, parce que bah déjà tu vois là moi les réseaux j'essaye de développer de plus en plus parce que Aerox, mais c'est vrai que sinon et puis là c'est là où on en revient à ce que tu disais tout à l'heure où c'est pas un job que tu ferais toute ta vie, c'est pas non plus un job que je ferais toute ma vie tout Ok. simplement parce que c'est excessivement fatigant quand tu fais bien ton taf. Euh, psychiquement aussi, tu vois, parce que typiquement, tu vois, c'est les trucs bêtes, mais quand pendant le Covid, encore une fois, quand les gens allaient vraiment pas bien, là, nous, ça fait 8 mois qu'on se tape de la pluie tous les jours. Toi, tu te rends pas compte par chez toi, mais Non. franchement, quand je te dis que les gens vont pas bien, toute la journée, tu vois, encore hier, j'ai fait de 8h à 20h30, 20h45, j'étais au cabinet, non-stop. Mais les gens, ils te parlent tous de la pluie, ils te parlent tous du mauvais temps, ils te parlent tous de ça. Et en fait, toi, t'es là. Déjà, t'as envie de dire, putain, les gars, je fais une journée de full consult entre 4 entraînements de malade, Hmm. le jour d'avant, deux le jour d'après, où je me mets des grosses cartouches, s'il vous plaît, vous êtes mon petit sas. Donc, soyez positifs, tu vois. Et en fait, c'est à toi de leur donner du plus aussi, en plus de ton traitement. Et parfois, en fait, t'en peux plus. Et puis, bah, physiquement aussi, c'est assez dur. Tu vois, moi, j'ai déjà pas mal de problèmes de poignet. Là, ça va faire 7 ans que je suis ostéo. J'ai beaucoup de problèmes de poignet qui, parfois, bah, d'ailleurs, m'embêtent dans ma pratique Ouais, d'aérox et tout. j'imagine, ouais. Canal carpien, je vais y passer bientôt. Tu vois, moi, je me vois bien encore faire ça une bonne dizaine d'années. Après, je pense que si je veux continuer avec une bonne praticienne, je pourrais plus rester dans ce job-ci parce que. Ok. Mais en même temps, et là, ça revient au versant financier dont tu parlais. Moi, tu vois, je suis à 60 € la consulte, Ok, que ce soit d'accord. bébé, femme enceinte, personne lambda, je fais pas de tarifs différents. Juste pour les étudiants, je fais moins cher. Faut compter qu'à peu près sur une consulte à 60 balles, tu gardes 50% pour toi, quoi. Ouais, j'allais te dire, avec, en général, quand t'es à ton compte, pareil pour les médecins, tout ça, ostéo, c'est en moyenne 45% qui partent Ouais, à l'État ou les charges, le cabinet à payer, le c'est loyer, tout ça. ça. Après, c'est Mais là t'es où en en fait il faut faire auto-entreprise. les choix judicieux. Tu vois, moi j'ai acheté mon propre cabinet dès que j'ai pu. Donc Hmm. déjà le loyer, alors certes ça Amortissement. fait partie des charges parce que je veux pas travailler dehors. Ouais, mais tu Je le sais revends pas, je après. dois avoir un prêt avec les charges, je dois être à 750 € de prêt pour mon cabinet. Mais bah dans 15 ans là il est à moi, tu vois. Hmm. Donc c'est un investissement aussi. C'est vrai que là où parfois j'ai envie aussi un peu de secouer mes propres confrères et tout, c'est qu'en fait ils ont peur de tout. Ah ouais mais j'ose pas acheter parce que je sais pas si je vais rester là. Ah ouais mais j'ose pas machin. Mais en fait à un moment donné bah c'est pas grave, tu t'en vas, tu loues, tu revends, Mais c'est vrai que sinon en fait j'avoue hein, si t'es pas un petit peu futé et que t'essayes pas de faire au maximum tout pour que t'aies le max qui te reste, c'est des jobs où c'est hyper chronophage, c'est des jobs où tu gagnes bien ta vie, mais si tu veux gagner encore mieux ta vie, ben en fait tu te tues à la tâche. Moi, tu vois, avant qu'on achète la maison et qu'on la retape, parce qu'on a retapé tout un corps de ferme, nous, Hmm. euh, j'étais à plus de 60 consultes par semaine. Alors tu fais 60 fois 60 fois 4 semaines, autant te dire qu'en brut, la banque, j'ai voulu acheter ma maison, elle a dit, mais bien évidemment, allez-y, nous on vous prête de l'argent. Sauf que bah mon banquier était mon patient et je lui ai dit, bon par contre, tu me connais, tu sais que je suis à fond dans mon délire d'animaux et tout, de ferme, je suis à fond dans le sport. Donc là, en fait, tu me fais pas un prêt, tu me fais pas une simule à la hauteur de ce que je gagne aujourd'hui. Parce que ça, là, quand ma maison sera retapée, que j'aurai enfin ma maison que je kiffe, que je veux, mais je vais travailler moins que ça parce qu'en fait, sinon, tu vis plus, quoi. Et en fait, c'est ce qui arrive chez les kinés. Euh, franchement, en termes de prorata, un ostéo gagne mieux sa vie qu'un kiné en termes d'horaire. Ça, Ah c'est clair et net. ça oui, j'estime largement parce que kiné, t'es avec à peu près voilà les remboursements, tout ça et tout, t'es à 16 euros de l'heure. En Toi, brut. ouais voilà, en brut? Ah, t'es à 16 euros la demi-heure. Donc, non, t'as raison. 16 € Ouais. brut l'heure, 32 l'heure. Ouais, voilà, donc Brut. 32 l'heure, et encore une fois, ils sont avec deux patients. Donc après, c'est quand même deux types de métiers différents. Toi, voilà, comme Mhm, tu l'as dit, c'est du passif, lui, c'est de l'actif, donc il faut quand même que le patient ait une activité pendant la séance. mhm. Mais c'est vrai que ouais, ça va très vite, quoi. Et en général, kiné, c'est rare que tu sois seul dans ton cabinet. Après, c'est vrai que quand tu es ostéopathe, c'est bien que tu sois avec une ou deux personnes dans le cabinet, mais c'est en général quand tu veux louer ou acheter à plusieurs. Tu revends après l'appareil et tout en fonction de ce que t'as acheté. Voilà, peut-être que toi, t'es toute seule. Je sais pas si ouais, voilà, t'as acheté un local. Moi, je suis toute seule. J'ai acheté du coup mon propre local pro. Alors après, ça, c'était un petit peu, tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, où toi, tu te voyais bien acheter un gros complexe avec plusieurs salles et tout ça.
En gros, ça c'est pareil. Soit, surtout en début de carrière, parce que soit t'as déjà un gros backup de par ta famille et tout, ce qui n'est pas forcément mon cas, pour faire un gros investissement et t'achètes le truc tout seul. Soit en fait, en général, tu t'associes avec d'autres kinés, d'autres ostéos ou des trucs où t'es au moins 2 acheteurs. Moi, je t'avoue que c'était un truc que je voulais pas faire parce que déjà, je suis un petit peu difficile à vivre, donc je t'avoue que m'associer, à part faire des trucs avec Quentin, qui est mon conjoint, je me ferais pas de kiff là-dedans. Mais du coup, il fallait que j'achète quand même un truc à la hauteur de ce que je pouvais acheter moi toute seule. Et il y avait très peu de locaux pro, petits local en fait, en vente. Donc en fait, j'ai dû acheter un appartement qui s'y prêtait totalement et que j'ai retapé en cabinet, mais c'est pareil, tu vois. Après, c'est clair que ça faisait un peu peur sur le papier, mais mon cabinet est super bien placé. Le Covid est passé par là, Tours, les loyers les prix ont super augmenté. Donc, moi, je l'ai acheté avant le Covid. Donc, ça, déjà, je sais que le jour où je le revendrai, voilà, ce sera chouette. Et puis, autre chose aussi, tu vois, là, tu parlais de patientèle et tout ça. Une patientèle aussi, ça peut se revendre. Ça se revend de moins en moins. Parce Intéressant, que ça. on a identifié maintenant que c'est vrai que les patients souvent ils sont accrochés à leur thérapeute, à leur praticien. Moi je sais que le jour où je pars, ma patientèle je vais la revendre parce que j'ai mon nom à Tours, mon cabinet est ultra bien placé. Je suis une de celles, voire tu vois j'en parlais encore hier avec Quentin qui tourne vraiment le mieux dans Tours Centre. Je trouverai forcément un jeune sorti de diplôme qui voudra racheter mon cabinet. Et ce sera pas un cadeau empoisonné parce qu'en plus, franchement, moi, ma patientèle, en plus d'être quantitative, elle est qualitative. J'ai vraiment des patients, tu vois, c'est con, mais une patientèle, ça s'éduque aussi. Moi, ma patientèle, elle est à l'heure, elle me fout pas trop de lapin, elle est actrice de sa santé. Franchement, c'est un plaisir de travailler avec mes patients. D'ailleurs, coucou à ceux qui m'écouteront. Mais à côté de ça, je sais qu'ils viennent aussi parce que je suis leur praticienne. Donc si demain, même si je leur dis, allez-y, lui, je lui revends ma patientèle, je lui fais confiance et tout, parce que je ferai pas non plus un cadeau empoisonné à mes patients, je leur trouverai quelqu'un de bien, il y aura forcément une perte. Tu peux pas dire à un jeune ostéo ou à un ostéo qui reprend, t'inquiète, tu vas récupérer tant de patients semaine. Nous, on parle beaucoup en termes de patients semaine, les ostéos, c'est un peu notre échelle. C'est sûr, on perdra du monde. Donc, c'est vrai que c'est dans ce sens-ci que les patientèles se revendent de moins en moins parce qu'on repère, en fait, que les patients sont très attachés à leur praticien plutôt qu'à un lieu et tout ça. Ils préfèrent vraiment suivre leur praticien. Mais moi, je sais que le jour où je veux la revendre, je vais la revendre aussi, tu vois. Ok. Non, Donc mais... tu vois, moi, je pense que mon prix de mes études, ça va aller dans ma patientèle, par exemple. Donc, je la récupérerai d'une certaine façon, mon investissement quelque part. Non, mais oui, dans tous les cas, t'as très bien fait. Et puis même le fait d'avoir acheté plutôt un appartement, c'est hyper intéressant parce que autant t'as envie de le revendre, tu le revends, autant t'as fini le côté ostéopathie, tu le réaménages en appartement et ça repart, quoi. Ça part en Exactement. investissement locatif et basta, quoi. Mais ok, intéressant. Je voulais en venir, du coup, comme ça, on va faire un peu le parallèle directement au Aerox. Mais un peu comment, du coup, tu t'organises parce que j'ai vu ta story que t'as republiée de Quentin hier. T'as fait La déclaration d'amour. la déclaration d'amour, mais juste, j'ai vu surtout son message du fait que, ok, voilà, les entraînements c'est difficile, mais c'est surtout que toi, du coup, tu t'es tapé là 3 jours d'affilée, c'est ça? À coup de 8h, Alors, je ne fais pas 20h45. d'affilée, Mais voilà, tu fais des mais grosses journées condensées. C'est vrai qu'en ouais. général, les kinés, voilà, je connais des kinés qui prennent leur mercredi et du coup qui font de gros condensés lundi, mardi, jeudi, vendredi à coup de, je sais pas, 10 heures par jour pour faire 40 heures, une bêtise comme ça, je dis. Et ouais, du coup, comment tu t'organises? Est-ce que avant c'était comme ça? Ou du coup, en découle de la prépa Aerox? Comment tu t'organises au niveau un peu, voilà, de tes jours d'ostéopathie? Alors, c'est pas dur. Moi, déjà, j'ai voulu garder au cabinet. Puis, faut noter aussi que du coup, nous, on n'habite plus en ville-ville, comme on a retapé ce corps de ferme. Alors, on n'est pas hyper loin, mais tu vois, j'ai 30 minutes de train pour aller de mon petit patelin, en gros, à Tours Centre. Donc, 30 minutes, en vrai, quand t'es à ton compte, tu fais ta compta, tu regardes les fiches patients des patients du jour et tout. Donc, c'est un temps que je mets à profit. Donc, moi, ça me va très bien. Surtout quand tu viens de la région parisienne et que tu t'es tapé des 1h30 le matin, 1h30 le soir dans le RER qui pue et tout, autant te dire que le TER c'est Ouais, royal. ouais. Mais moi c'est pas dur, déjà j'avais vraiment à cœur parce que encore une fois, je veux pas de médaille pour ça, mais c'est vrai que moi je suis très très drivée par ma conscience pro tout le temps. Et je respecte énormément mes patients et je voulais à aucun moment que ma patientèle soit lésée. Parce que déjà une patientèle,
ça se monte, ça se chouchoute et tout ça. Et voilà, pour moi, la confiance, ça va dans les deux sens. Donc, je voulais vraiment qu'ils soient pas lésés sur ça. Donc, j'ai voulu garder les jours qui arrangent le plus mes patients. Donc, en fait, moi, j'ai gardé les lundis, les mercredis, les samedis. Ok. Bon, autant te dire que c'est pas idéal parce que, par exemple, tu vois, quand on part... donc, c'est idéal pour mes patients. Mais par exemple, moi, quand je pars pour une compète Aerox, en général, on court les dimanches. Donc, du coup, je ferme mon samedi parce que surtout que nous, on va beaucoup à l'étranger. En général, on part le vendredi, donc ça veut dire mon samedi il saute, mon lundi il saute, donc déjà je perds 2 jours de CA. Donc je t'avoue que mes congés sont mes compètes Aerox, quoi, clairement, parce que tu peux pas et t'absenter tous les mois pendant 2 jours entiers de consultation, surtout quand ils sont hyper condensés et que du coup t'as un manque à gagner de fou. Et en plus prendre des congés pour faire les vacances. Là, je t'avoue que c'est un petit peu compliqué. Parce que j'ai à cœur aussi de continuer à bien gagner ma vie et pas à vouloir léser mes patients, quoi. Mais ça, c'est tout à fait normal parce qu'encore une fois, c'est pas, on a beau avoir des chouettes partenaires, aujourd'hui, c'est pas Aerox du tout qui nous rémunère ni nos sponsors, en fait. On gagne pas de sous à proprement parler parce qu'en fait, les compètes nous coûtent tellement cher. Déplacements, etc. Ouais. Tous les sponsors ne nous donnent pas d'aspect, d'aide financière. Hein. Pour la plupart, c'est de l'aide de matos produits. et tout ça. Voilà, des produits. Et c'est vrai que pour notre sponsor principal qui nous aide financièrement, en fait, tout va dans les compétitions, quoi. Donc, si tu veux, on est à l'équilibre. C'est déjà super chouette en 1 an de temps. C'est déjà trop cool. Tu vois, quand je compare au badminton où, pareil, je faisais des compètes internationales, donc je pesais moins que ce qu'on arrive à faire dans l'Aerox, mais les sponsors étaient moins intéressants, tu vois. Donc on peut pas du tout se plaindre, mais c'est vrai que moi du coup j'ai gardé les lundis, mercredis, samedis pour que aucun patient soit lésé. T'es mon patient, si vraiment tu veux continuer à être suivi par moi, déjà t'as forcément soit ton lundi, soit ton samedi de off. C'est vrai. Selon si t'es coiffeur, banquier, t'as au moins un des jours qui est en week-end, donc tu peux venir me voir. Le mercredi, j'ai voulu le garder parce que j'ai beaucoup de bébés, beaucoup de femmes enceintes, beaucoup d'enfants. Tout ça, donc la journée des enfants. Donc ouais, ça j'ai gardé. Et après, c'est pas dur. Écoute, nous, je sais pas si tu sais, bon, c'est Alan qui fait notre préparation. Quand il a récupéré notre prépa en juin, du coup, après les premiers mondiaux, et qu'on lui a dit non, mais là, on veut mettre les bouchées doubles, on va faire un truc. C'est pas dur. Il m'a dit, ok, tu peux t'entraîner combien de fois dans la semaine? Et c'est surtout, je m'en rappellerai toute ma vie. Il m'a dit, quel jour de la semaine tu peux t'entraîner 2 fois et quel jour tu peux t'entraîner 1 fois. Et là, je me suis dit, ok. C'est pas pareil là, ouais. Je m'entraînais genre 3-4 fois par semaine. Ah ouais? Ouais, avant, moi, je m'entraînais pas beaucoup. En fait, je m'entretenais de mon niveau du bad, tu vois. Mais je m'entraînais 3-4 fois par semaine, dont une sortie d'endurance fondamentale. Donc, tu vois, ça compte pas trop. Allez, une session de muscu, un peu full body que Quentin me faisait. Donc, autant te dire que, en plus, comme je déteste la muscu, Quentin me disait de faire des trucs. Je faisais 70% de la séance quand ça me plaisait pas trop. Et puis à côté de ça, j'allais faire une séance de compromise run avec du super Aerox et une séance de piste, tu vois. Mais c'était tout. Et dis-toi, on allait au monde à Nice comme ça, en mode, écoutez, je fais ce que je peux, mais bon, il y a quand même mon taf, il y a tout ça, il y a ma ferme, Et donc du coup, on a eu cette conversation avec Alan. Et là, je me suis dit, ok, alors déjà, t'es 4 entraînements par semaine. Au final, maintenant, tu vas les faire en 2 jours. Et du coup, en fait, c'est pas dur. Il y a des fois, du coup, où je m'entraîne très tôt avant d'aller au cabinet. Parce que m'entraîner après les consultes, par contre, c'est impensable. Et par contre, sur mes jours off, en général, je m'entraîne 2 fois. Okay. Donc, un le matin, un le soir. Ok. Et du coup, t'en es à peu près à combien d'entraînements Aerox? Enfin, d'entraînement global, ouais, Aerox. Tout après... confondu. Ouais. Si tu rajoutes les séances d'endurance fondamentale ou quoi, où tu fais de vélo ou de la course à pied tranquillou, on est à 7-8 par semaine, quoi. Ok. Du coup, voilà, on va parler directement du Aerox. C'est comment, on va dire, t'as découvert un peu cette discipline? Parce que t'étais à 3-4 entraînements, c'était pas, voilà, c'était juste garder ton niveau. Ouais. Comment tu t'es dit, voilà, je vais faire un Aerox, comment c'est venu C'est là où c'est rigolo. En fait, Aerox, nous, on a découvert, donc Quentin, avant d'être coach sportif, était militaire dans des unités spéciales de gendarmerie. Et en gros, c'est un de ses copains gendarmes de je sais pas quelle unité qui lui dit « Oh, t'as vu, nana, il y a ça qui arrive en France. » Et puis lui, il avait déjà fait une compète, une course, mais je sais plus dans quel pays. Il a dit « Ouais, je pense que t'aimerais bien, nanana. » Donc Quentin m'en parle et tout. Et en fait, c'était été 2023. Parce que la première course en France, c'était novembre 2023. C'était Paris, du coup, par des expos. Et Quentin m'en parle dans l'été, peut-être en juin ou quelque chose comme ça. Je sais plus trop la date, mais c'était à l'époque où les places n'étaient pas encore prises d'assaut.
Et pour tout te dire, rigolo, parce que à cette époque-ci, je m'entraînais même pas 3-4 fois par semaine. J'étais avec du Freeletics. C'est quoi? Genre juste, tu sais, c'est tu connais pas l'application? C'est un truc de sport mais c'est mort de rire en fait. C'est des séances vraiment pour m'entretenir et tout, tu vois. Histoire parce que moi, tu vois, après le badge, j'étais un petit peu en mode bon, ok, j'ai plus d'objectifs, j'ai plus de compètes. Et moi, je t'avoue que je suis pas une passionnée comme Quentin. J'adore le sport, j'adore ce mode de vie, mais je suis pas une passionnée en fait. Moi, je Ok. m'entraîne pour gagner, mais en soi, on a beau dire ouais, ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas la destination et tout. Non, moi là, à un moment donné, je m'entraîne comme un chien. Je t'avoue que si on va au monde et qu'on fait 5e au monde, je vais pleurer, je Hmm. m'enferme pendant 8 jours hein, parce que ça va pas le faire. Donc non, moi je m'entraîne vraiment pour gagner. Il y a pas de ça. Je suis très bonne perdante et tout. Il y a pas de souci si les gens sont plus forts que moi. Mais je m'entraîne pas pour le kiff de m'entraîner. Ok, ouais. Et donc du coup, on a ce copain qui nous parle de ça, qui nous dit ok, machin. On dit bah vas-y pour le kiff, nous on est très cardio, on aime bien courir et tout, donc on s'est dit vas-y on fait Paris. Et donc en fait on fait Paris en solo chacun de son côté, pas trop entraîné, je t'avoue, moi je me casais une séance de footing en endurance fondamentale par semaine, enfin voilà c'était vraiment léger. Et en fait au début on était un peu surpris par le format en disant ouais en fait on sait pas si on aime, on sait pas si on n'aime pas, mais purée. Et au final on s'est dit bah tu sais quoi, on n'en fera pas en simple parce en fait on n'avait pas assez adhéré en simple. Le kiff du truc, mais je pense qu'on n'était pas aussi peut-être assez entraîné ou quoi. Et en fait, on s'est dit bah vas-y, c'est pas grave, on en teste un en mixte en fait. Et en fait, nous voilà inscrits en février du coup 2024 au championnat d'Europe, parce que les championnats d'Europe c'est pas comme les mondes, tu peux t'y inscrire comme ça, sans Ok. être qualifié en fait. Ouais, ouais, j'imagine. Donc on dit bah vas-y, on fait les championnats d'Europe en mixte cette fois. Moi j'avais dit à Quentin, écoute moi le simple, non, ça m'a pas plu plus que ça, mais vas-y, on le fait en mixte si tu veux. Donc on s'inscrit pour les Europes en mixte. Mais cette C'était où fois-ci, ça? c'est comment? C'était où? C'était à Vienne l'année dernière et c'est à Vienne cette année. Ok, C'est dans d'accord. un mois là, du coup, vers la fin du mois. Et du coup, par contre là, on avait un peu plus de temps de préparation. On s'était déjà frotté à l'effort, à cet effort-ci. Et du coup, de novembre à février, on a dit bah vas-y, là, on s'entraîne quand même de manière un peu plus sérieuse, quoi. Et en fait, février, on fait 3e au championnat d'Europe, première course ensemble, on fait médaille aux Europes. Donc on dit purée, Et, chouette et tout. et le Et temps? on avait mis 1h01, je crois. Ok, ouais. Et en simple, tu avais fait quoi avec et Kanté, il avait fait combien? Ah, en Quentin, je crois qu'il avait fait 1h11 et moi j'avais fait 1h16. Mais je te montre la vidéo de comment je tire mon pull. Je me fais limite un limbago. J'avais jamais poussé ou tiré de traîneau de ma vie. Juste, j'avais Bah, couru. justement, c'est C'était quand la même déjà catastrophe. c'est un très bon, enfin, c'est un très bon temps pour du simple sans avoir fait d'entraînement aérox, hein, surtout quand t'as pas l'habitude des push et pull, ça va vite, hein. Après, t'avais un Ouais, bon c'est niveau pour en ça qu'on s'était dit cardiovasculaire. T'avais un bon niveau cardiovasculaire pour. Je pense que c'est là où t'as récupéré sur la course, parce que c'est quand même 55% de course et l'aérox. Ah bah ouais, clairement. Après, franchement, l'effort Aerox, c'est vraiment, en tout cas pour ma part, hein, c'est vraiment tout ce que j'aime et je pense là où, enfin, j'ai mes gros points forts. Bah, tu sais, le bad, on est beaucoup dans effort intense, relance. En fait, c'est pas comme le tennis C'est vrai. où tu prends le temps, tu t'essuies, tu machin. J'ai rien contre les tennisman, j'adore, hein, mais nous, c'est vraiment, hop, le point est fini, tu serres. Et d'ailleurs, si tu serres pas assez vite, les arbitres, ils te disent, bon, vas-y, ils te redisent le score et Hmm. te disent, en fait, tu récupères pas, t'y vas, quoi. Et donc, c'est vrai que la relance, moi, c'est mon très gros point fort. En cardio, tout ça, je suis bien. Et on s'était dit, bah, vas-y. Et puis, bon, bah, 3e au championnat d'Europe. Et on dit, putain, en fait, Il y a un truc, hein. puis on peut aller chercher la qualif pour les mondes. Et au début, on s'était dit, bah, tu sais quoi, objectif de l'année dernière, on essaye de se qualifier pour les mondes. En plus, on avait entendu que c'était à Nice et tout. Donc voilà. Et donc, on s'inscrit sur une compète en Allemagne quelques semaines après. On se qualifie, du coup. Et puis, en fait, de fil en aiguille, on fait Bordeaux et tout ça. Et en fait, les mondes où on fait 6e, mais encore une fois, bah, c'est là où je m'entraînais 4 fois par semaine. Donc, l'alimentation, je faisais un Ouais. peu à l'arrache. Je prenais déjà mes compléments alimentaires, mais j'étais pas la plus assidue et tout. La récup, on n'avait pas encore mis trop de trucs en place. Et en fait, bah tu vois, à part les championnats du monde évidemment qu'on n'a pas gagné l'année dernière, mais sinon depuis Bordeaux de l'année dernière, donc depuis avril, on a dû faire 4 courses ensemble, 4, 5 courses. En fait, on a tout gagné. Donc trop chouette. Et c'est ouais, surtout depuis juin, avec l'aide d'Alan et tout ça, on compare nos temps, on voit comment on a progressé. Enfin, tu vois, je te parlais 1h01 à Vienne en février 2024 et puis en octobre 2024, on fait 53 minutes 44 à Amsterdam, quoi. Donc Hmm. le progrès, il est ouf.
Mais c'est parce qu'on Ouais, a fait j'avoue. du super Aerox et puis bah, notre mode de vie a complètement switché, quoi. Ouais, clairement. Et du coup, en plus, je crois que vous êtes champion Aerox Bordeaux double, c'est ça? Ouais, Et on- là aussi, vous avez le record France, non? 53 et quelques. le record a été fait à Amsterdam, le record France, Ok, en ok, octobre ok. la dernière. Bordeaux, c'était en avril et puis Amsterdam, c'était en octobre, ouais. Ok, ok, top. Et du coup, ouais, grosso modo, au niveau des records avec Quentin, vous avez quoi en termes de records au niveau des temps? Bon, j'imagine que tu les as pas tous en tête, mais En parce que termes de là, nos chronos purs et durs, ouais, ouais. Donc là, bah, t'as le 53. Ouais, on a fait le 53-44 à Amsterdam. Bah, après, tu sais que ça varie un petit peu selon les rock zones et tout ça. Il y a des courses plus ou moins longues du coup, enfin le dispatch, on va Ouais, la dire disposition, ouais. des ateliers. Mais on fait un 54-49, je crois, à Stockholm. On fait un 55-55 à Paris, mais avec un Quentin vraiment qui aurait dû abandonner aux poules, qui a failli tomber dans les pommes, il n'était pas bien, il a voulu continuer, mais en fait plein de trucs comme ça qui nous font dire ouais maintenant on est jamais au-dessus des 55, enfin des 55-56, même les jours où on est vraiment vraiment dans le malus. Donc ça c'est chouette. Et tu vois typiquement notre dernière course en date c'est Stockholm, donc c'était en décembre. C'est pas notre PR parce que la rock zone était un petit peu longue. Mais c'est là où nos runs sont les plus qualitatifs. Tu vois, à Amsterdam, on était encore à 3,47 de pace au run. Et à Stockholm, on est à 3,40. Mais c'est un truc de malade. On se sentait pousser des ailes. Alors, ça se ressent pas forcément dans le chrono parce que beaucoup de monde sur de la fast lane. Et puis, donc le fast lane, je sais pas si tu as suivi, mais ils essayent de mettre en place en fait un couloir à gauche pour les coureurs rapides. Bah ouais, Et pour c'est éviter que ça fasse pas des embouteillages à respecté. tout le monde, ouais. C'est pas respecté. Donc ça, c'est la grosse discordance. Enfin, moi, je sais que j'ai eu des petites, pas des petits pépins, mais bon, j'ai à la fois fait rire des gens. Il y a une vidéo un peu qui a tourné de moi sur Instagram où en fait je pousse une nana, mais en même temps elle est là, je lui dis pardon, 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 mais genre elle a 50 balais, 55. Bon, c'est trop chouette qu'elle soit là, mais en fait j'avoue que la petite dame, je la pousse. Et ouais, mais t'abuses quand même, mes vénages. Et non, mais les gars, en fait, moi je suis là à 6 heures du mat à m'entraîner sur ton tapis. Tu reçois un mail comme quoi il y a une fast lane, qu'il faut que tu fasses attention, que si t'es en dessus au-dessus de 4,15 au kill, tu cours à droite. Cours à droite en fait, parce qu'en fait l'empathie ça va dans les deux sens et moi toute ma vie c'est d'encourager les gens à faire du sport, à les booster et tout, mais en fait pousse-toi et puis c'est dangereux en fait, c'est vraiment dangereux. Donc en France ça par contre c'est cool, ils commencent à vraiment mettre en place fast lane, à mettre des choses au sol et tout, et à être briefé là-dessus, mais là, je me suis un petit peu égarée du coup avec ça parce que moi, c'est un truc qui me tient à cœur. Mais ouais, pour revenir à ça, vraiment, Stockholm, franchement, on y allait vraiment avec zéro pression parce que le record de France était en poche, la qualif était en poche. On y allait juste pour tester différemment notre découpage au niveau des ateliers. Et en fait, trop génial. Et tu vois, ça c'était du coup il y a quelques semaines, ça fait déjà 2 mois là. Mhm. Bah, quand on fera Toulouse, ça fera déjà 2 mois qu'on aura fait Stockholm. Donc, et on sent qu'à l'entraînement, on a encore progressé de dingue et tout. Donc, écoute, Toulouse, on est curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, ça va être un retour à la compétition là après 2 mois, ça va être chouette. Et puis après, on aura les Europes à la fin du mois. Donc, Toulouse, ça va être bien pour nous remettre un petit peu en selle par rapport à tout ça, quoi. Ouais, non mais c'est vrai. Et d'ailleurs, par exemple, parce que là tu me dis 3,45, mais moi je trouve ça genre c'est Mhm. énorme. Bon après, j'ai l'impression que vraiment le Hyrox met encore un peu une claque au niveau du running, tu vois, parce que il y a encore 2 ans, on parle que de marathon, tu vois. Maintenant il y a l'Ironman. En supplément, maintenant c'est Hyrox. Donc on va dire les temps sont, je trouve qu'on va dire maintenant la médiane au niveau des temps a augmenté. Donc c'est vrai que voilà. Et par exemple, ta première course, t'étais en simple. Bon, après, évidemment, c'est pas le même effort qu'en double. Allez, imaginons, voilà, votre première course que vous avez fait avec Quentin. Vous avez évolué de combien au niveau du pace? Parce que 1 heure 1 sur la première course, l'autre 53 minimum. Et Vous étiez alors à là, combien au tu niveau du compares pace? nos deux courses, que le mixte là, du coup. Ouais, que le mixte. Après, si tu veux me dire vite fait ton temps, c'est juste pour comparer un peu les temps au niveau de ton simple, t'étais à combien en pace, grosso Ah, je modo? crois que moi, sur mon simple, alors je saurais pas te dire, puis c'est vrai que l'effort sur les stations est quand même différent. Oui, voilà, en plus. Mais je pense que je devais être sur du 4,25, 4,30, un truc comme ça, et j'en voyais un peu sur les stations. Et puis sur notre premier mixte, ouais, on n'était pas si rapide. Je veux offusquer personne, hein. Mais c'est vrai qu'on était, ouais, sur du 4,15, 4,20, peut-être sur nos premiers mix, tu vois. Il faudrait qu'on regarde parce que je t'avoue qu'on se compare plus trop à nos courses il y Hmm. a un an. On se compare vraiment les toutes dernières.
Mais oui, après, nous, on était conscients. Déjà, sur le mixte, clairement, quand t'as une nana qui court vite, déjà, ça fait vraiment un gros point fort. Oui. Parce que, Il y a il une faut que petite tu sois... différence physiologique, tout ça, voilà quoi. Ouais, souvent, dans un binôme, ça arrive, hein, que la nana Oui, court oui. mieux que le mec, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, la nana, c'est un petit peu, celle sur qui tu dois te caler parce que t'es obligé de courir côte-côte. Donc c'est vrai que déjà quand t'as une fille qui cavale vite, ça c'est vraiment super chouette parce que t'as un gros point fort. Après moi je sais que c'était clairement le truc où je pouvais le plus progresser. Donc c'est vrai on met vraiment la gomme dessus. Mais ouais là tu vois moi j'aimerais bien qu'au monde on soit sur des paces de 3,35 au kill. Alan me dit que ça va être un peu chaud d'être un peu encore en dessous, mais moi j'y crois. Mais voilà, après c'est toujours en fait ce souci c'est chouette de courir vite, mais faut rester très fort à côté en fait en termes de puissance et tout. Moi tu vois c'est pas forcément mon point fort les stations parce que je suis petite, tu vois je fais 1m60, 57 kilos. Donc autant te dire que moi, par exemple, le push ou le pull, il va m'inquiéter beaucoup plus que des nanas qui font 20 cm de plus que moi. Pareil, les wall balls. Enfin, il y a plein de trucs, c'est pas fait pour les petits, tu vois, Aerox. Donc, Ouais. Mais c'est vrai que sur la course à pied, du coup, je suis moins lourde. Mais tu vois, pour revenir sur ce que tu disais ouais, il y a quand même un entrain autour de l'Ironman, de tout ça et de l'Aerox. En fait, les gens, et ça c'est super chouette, et moi en tant qu'ostéo, je peux que être contente. C'est vrai qu'ils ont déjà le sport se démocratise de plus en plus. Même si pour moi, on n'est pas un pays sportif dans le sens où il n'y a pas assez de choses mises en place, même dans les campagnes, alors par campagne, j'entends pas campagne la cambrousse, hein, j'entends les campagnes politique. de sensibilisation et tout. On n'est pas du tout, sensibilisé au sport de manière générale, et ça, je trouve ça. D'ailleurs, il y a ces JB Desnois qui gère pas mal Aerox chez Aerox France là, qui en a parlé beaucoup chez EMF. Je sais pas si tu connais ils font des podcasts aussi. Et justement, moi je me suis totalement retrouvée dans ces paroles où il parlait justement que ouais, faut vraiment prendre conscience que le sport ça fait partie d'un mode de vie, d'une santé, de tout ça. Et ça, tu vas dans n'importe quel pays. Nous, c'est vrai que quand on voyage beaucoup, on se dit purée, mais t'as vu, mais les gens, mais ils sont tous sportifs, purée, mais ils sont levés tôt pour se bouger. Et puis, c'est encore pire quand tu vas en Australie et tout ça. Les gens, on dirait qu'ils sont... Il y a une culture. Ils vivent pour ça. Et tant mieux. Mais c'est vrai que, ouais, je trouve qu'en France, ça commence à arriver. Là, ça s'américanise un petit peu, ce truc de... je veux un mode de vie sain et actif et tout. Donc, il y a de plus en plus de gens qui prennent des compléments alimentaires et c'est chouette. Mais tu vois, jusqu'au jour, tu montres tes compléments alimentaires à nos parents ou nos grands-parents, c'est oh mais qu'est-ce que tu prends, tu te dopes. Alors comment te dire, l'oméga 3 c'est de l'huile de foie de morue comme ce que tu prenais quand t'avais 4 ans chez tes grands-parents là. La créatine, t'en as dans ton corps. Mais en fait, c'est fatigant parfois, t'as pas l'énergie de te justifier. Ah ouais, et puis c'est ça plus ça à gérer et tu dis ouais bon OK, laisse-moi prendre mes trucs et cherche pas à comprendre, va prendre ton Doliprane et ton anti-inf et laisse-moi tranquille. Mais ouais, je pense que c'est pour ça aussi qu'Aerox a totalement sa place. Encore une fois, JB en avait très bien parlé versus le CrossFit. J'ai rien du tout contre le CrossFit, mais c'est vrai que le CrossFit c'est moins accessible à tout le monde. Même si on peut te faire adapter certains mouvements et tout ça. Moi, le jour où je suis arrivée, parce que j'ai fait du CrossFit aussi pendant 3-4 ans, le jour où je suis arrivée, première initiation, on te dit, vas-y, tu fais... haltérophilie ou je sais pas quoi. Ouais, mais des trucs, mais regarde, même barre à vide, tu fais faire un snatch barre à vide. C'est déjà pour les épaules, ça peut être traumatisant si tu le fais pas bien et tout ça. Donc c'est encore plus coach dépendant que l'Aerox. Parce que si t'as un coach qui fait les choses à moitié et tout, tu peux quand même te péter facilement. Et c'est vrai que moi j'en ai beaucoup aussi au cabinet. Mais c'est vrai que l'Aerox c'est très accessible, c'est des mouvements simples et en fait ça parle aux gens et je pense que cette discipline ils ont frappé fort mais c'est chouette parce que ça fait du bien aux gens aussi quoi. Ouais, non mais totalement. Et puis franchement c'est vrai que c'est grave stylé le Aerox, différent du CrossFit. T'as pas le côté mouvement de force athlétique et le côté mouvement de gymnastique. Une fois là, il te faut juste courir, tirer poule. Courir, tirer poule et push pull et à la rigueur un peu marcher parce que t'as quelques mouvements. Mais c'est très intéressant. Surtout les formats, on aurait pu avoir que du simple. Hein.
et pas Oui. rendre le truc aussi ludique. Mais après, voilà, tac, t'as un genre de bracelet qui te permet de calculer exactement à combien de temps t'as été sur chaque station, donc ça te permet d'avoir un progrès, de savoir où tu dois évoluer. Donc non, très très sympa. Et du coup, ouais, si on peut revenir, on va parler un peu de comment ça se passe avec Quentin au niveau, pas forcément de la prépa, mais plus on va dire de comment ça se passe vous pendant une course. Donc par exemple, vous avez vu vos points forts et vos points faibles. Quels sont les tiens? Tes points forts, tes points faibles, même si tu m'as déjà énuméré quelques-uns. Pareil pour Quentin. Et du coup, comment se passe à peu près votre gestion au niveau des stations? Parce que justement, comme tu l'as dit, bon, c'est un kiff quand même. Tu te dis, bon, voilà, on va aller dans ce pays pour faire ce Aerox, pour se tester sur notre organisation. Et je sais très bien que ça peut jouer. Par exemple, voilà, quelqu'un comme toi qui est peut-être très explosif au niveau de la course. Peut-être t'arrives, le push, c'est forcément Quentin, enfin le sled pull et le sled push, c'est peut-être lui qui va commencer et qui va faire, je sais pas, 40% d'un seul coup. Après, toi, tu fais que 25. Et c'est vrai qu'il y a pas de il y a la contrainte de devoir courir avec la personne. Oui. Et t'arrives en même temps sur chaque bail. Par contre, il y a pas de contrainte sur, j'ai l'impression, sur la répartition, on va dire, de l'effort. Il y a des stratégies, mais j'imagine quand même que ça revient plus ou moins du 50-50 ou du 55-45. Comment ça se passe par rapport à vous? Bah, pour revenir sur nos points forts, bah, c'est clair que Quentin est plus fort sur tout, hein, sur la course, sur toutes les stations et tout ça. Après, il y a des stations où je vais être beaucoup plus à l'aise que d'autres et où on fait quasiment 50-50. Tu vois, par exemple, tout ce qui est burpees, fente. Bon, ça, merci le badminton. Hein, Ouais, je vois. ça... Mais tu vois, par exemple, j'ai pas trop grand-chose à envier à Quentin. On va quasiment aussi vite l'un que l'autre. Tout ce qui est évidemment farmer carry et tout ça, il en fait beaucoup plus que moi, bah, parce qu'en fait, je veux dire, moi, Les quand j'ai avant-bras, ça va 24 vite, hein. kilos de chaque côté, Mhm. j'ai quasiment mon poids déjà dans les mains. Donc, forcément, ça m'impacte plus. Et puis, au niveau du grip, et puis, je t'avoue que nous, on essaye encore de beaucoup progresser, et de tester des choses sur les stations, parce que on sait très bien que, parce que nous, clairement, cette année, notre objectif, c'est d'être champion du monde, parce que sur le papier, on peut. Tu vois, là, on est le troisième temps mondial, je crois, de notre Mhm. catégorie d'âge depuis qu'Aerox existe, depuis 2017. Donc, c'est trop génial. On peut prétendre à faire vraiment un truc chouette en juin prochain. On sait très bien que si demain on est champion du monde, on va pas être champion du monde avec 2 minutes d'avance sur les deuxièmes. Et on sait très bien qu'on peut aussi terminer quatrième ou cinquième avec que 1 minute d'écart avec le premier, tu vois. Donc, c'est horrible, mais c'est le sport, c'est comme ça. Mhm. Mais en fait, tu sais très bien que le moindre petit truc pourri, ça peut te continuer toute ta course. Donc là, vraiment, nos courses jusque Chicago, ça va être vraiment de faire les petits réglages. Mais tu vois, ça peut être même dans les transitions sur un rameur, sur comment enlever les, Ouais, les je sais pas trucs comment on pour tes appelle pieds, ça, là, ouais, ouais. les blocs-pieds. Enfin, tu vois, nous, on est mais sur de la crotte de mouche, vraiment. Quand tu pousses ton sled et que tu sors de ton sled, tu pars de ce côté-ci. Moi, j'arrive de ce côté-ci. Parce qu'en fait, parfois, tu te cognes et tout. En plus, moi, je suis un peu sanguine. Donc, je dis, putain, tu fais chier, là. Donc, tu vois, c'est des choses comme ça. Après, pour parler répartition pure et dure, forcément, Quentin en fait un petit peu plus. Après, je t'avoue que on nous pose souvent la question. Après, on donne pas tous nos tips aussi parce que C'est de la compète, hein. c'est Là, vous êtes plus en mode on exactement. filme sur YouTube et tout. Baz, tu vois, il a envie d'aller chercher un chrono en dessous des 1 heure pour Paris. Mais il est pas en mode je veux être champion du monde. Du coup, oui, Oui, il a fait un podcast entier sur le guide complet pour commencer ta première course d'Aerox. Voilà. ouais, bien sûr. Après, t'as des tips de bon sens que tout le monde devrait savoir et que nous, au contraire, bah, on a à cœur de divulguer. Et puis, en plus, Quentin est coach sportif, donc dans tous les cas. Mais tu sais Oui, que c'est c'est très bien. rigolo, ce qu'on est en train de se dire parce que et ils se reconnaîtront s'ils écoutent ce podcast-ci. Mais je vais leur dire de l'écouter de toute façon. Il y a des coachés en mix, du coup, des couples mixtes coachés par Quentin, qui en fait, qui m'ont écrit sur les réseaux en disant, ah, vas-y, tu fais pas des programmes et tout. Je dis, bah non, moi je suis pas coach, mais si vous voulez, je vous oriente vers Quentin et tout. Et ils me disent, bah, donc ils font leur petit bonhomme de chemin avec Quentin, ils sont super contents et tout. Et rigolo parce qu'au début, ils me disent, mais tu sais, en fait, on pensait que Quentin, du fait que vous soyez un mix et que nous, on soit un mix, même si on n'a pas le même niveau, on pensait que bah, il allait peut-être garder des conseils pour lui et pas nous les donner pour pas qu'on fasse Que- la compète, tu vois. Ouais, Alors ok, ouais, après, ouais. quand c'est les coachés de Quentin, c'est différent. Nous, on leur dit les choses. Après, il y a des trucs, mais même nous, tu vois, on change beaucoup d'une course à l'autre. Il y a des choses, on fait au feeling selon l'instant T. Après, forcément,
Quentin fait un petit peu plus que moi. Et puis on répartit selon les runs et tout ça et comment on se sent. Après c'est vrai que ça c'est des trucs où c'est compliqué même si moi ce serait te mentir de dire on va à Toulouse dans une semaine, on va voir à l'instant T. Non, c'est mort. Enfin, Il y a un test. Il y a un test, voilà, il y a un pace, il y a un test peut-être sur des stations pour voir un peu la différence. Et puis, du coup, je t'en parle un petit peu. Bon, peut-être du coup que vous n'avez pas d'objectif pour Toulouse en termes de temps. Si, toujours un petit truc. Oui, après, on a cru voir que la rock zone était un petit peu longue. Donc, ça va être chaud de faire un PR là. Mais on aimerait bien essayer d'aller encore plus vite sur le run. Donc, on va essayer de se challenger là sans exploser. Après, c'est vrai que des courses comme Toulouse, par exemple, tu vois, il n'y a pas de titre. On va peut-être pas tester ça aux Europes. Mais c'est vrai que là, Toulouse, par exemple, on peut se dire, écoute, vas-y, on essaye de pousser encore plus sur les runs. Peut-être qu'on va exploser. Et du coup, on va être à chier sur les stations après. Peut-être qu'on va se dire, je t'avoue qu'il faut qu'on en parle, peut-être qu'on va se dire, vas-y, les premiers runs, on essaye d'y aller comme d'hab, et puis après, après le rameur, on essaye de taper sur du 3,30 sur le run. Pour être totalement transparente, on en parle encore ce matin au petit-déj, j'ai dit, putain, vas-y, tu veux pas qu'on essaye de courir en 3,30? Parce que moi, c'est ce que je me mets dans la tronche quand je suis sur mon compromise à la maison. Et il me dit on verra, faut pas non plus qu'on explose et tout. Et puis tu sais en fait en plus les montres ne captent pas à l'intérieur, donc en fait tu dois calculer. C'est des maths en fait. Tu dois calculer à dire attends on a 3 tours à faire. Attends là je suis passée en 1 minute 20, donc du coup nana. Et en fait donc ça je t'avoue que c'est un peu Quentin le cerveau de l'équipe pour ça. Mais j'aimerais bien tu vois là à Toulouse qu'on court encore plus vite. Parce que c'est vrai que là en 2 mois, Quentin aussi, mais surtout moi, j'ai encore beaucoup progressé sur la course. Donc, et tu sais, en fait, tu marches par palier. Parfois, nous, on se dit putain, là, je sens que j'ai passé un cap encore, tu vois. Et parfois, tu fais une compète. Tu vois, Stockholm, on y allait en voulant tester des trucs, et au final, ça a été une des compètes les plus déclics qu'on a fait depuis le début de saison. Pourtant, c'est pas notre corps. On a gagné overall, mais c'était pas notre corps, c'était pas. Et en fait, on est sorti de là, on a dit putain là, on a percuté des trucs, tu vois, c'est nos runs les plus rapides, donc on aimerait bien que sur Toulouse, on aille encore plus vite sur les runs. Donc je t'avoue que notre record c'est 3,40 de pace, donc on verra. Mais on verra. Et puis l'idée c'est pas de courir en 3,35, mais de mettre 8 minutes à faire tes wall balls quoi. Enfin, je suis un peu marseillaise là, mais c'est pas, enfin tu vois, c'est pas le but non plus, donc en plus donc faut qu'on voit quoi. Il y aura une petite différence. Enfin, je crois que ça va être testé pour Toulouse, parce que du coup, moi, je vais être bénévole, mais en gros, pour les wall balls, on ne compte plus. On va bien être chiant sur les no reps à ce qui paraît, donc sur le fait de vérifier plus la parallèle, on va dire. Donc c'est ça un peu qui va gérer. Il y a les fast line, les crossing points et tout. Bon, moi c'est la première fois que je vais faire bénévole, que je vais être dans un Aerox. De toute façon, moi, le but en gros c'est que je découvre le Aerox et de voir à peu près en fonction de ce que je vais avoir une place gratuite vu que je serai bénévole, et de faire dans l'année un Aerox. Du coup ça va être sympa. Mais moi encore une fois, bon après je sais pas, vite fait, tu vois, je t'en parlais tout parce que forcément t'es ostéopathe, donc peut-être que ça t'est déjà arrivé, mais en gros moi je me suis pété la cheville il y a 2 ans. En gros j'ai eu luxation et fracture du talus, donc j'ai 2 vis dans le talus. Mais du coup on va dire que là tu vois je me fais un marathon pour un peu, pas une revanche sur la cheville, mais me dire que je peux courir, parce que forcément t'as un peu, des fois je suis tombé sur plein de kinés pour la cheville, des bienveillants et pas du tout bienveillants. On m'a dit cours plus sur ne cours pas. J'ai jamais couru de ma vie, hein, mais une kiné m'a dit ne cours pas, donc moi elle m'a foutu les morts, surtout qu'au niveau de la récup, elle m'a pas du tout aidé. Direct après la fracture, elle a vraiment pas fait un bon job, ça je le sais très bien. Mais c'est un sport vraiment hyper intéressant, et puis surtout tu peux y aller, on va dire, à ton rythme. Même s'il faut le faire en général en moins d'1h30, que ce soit en mixte ou en simple. Mais c'est vraiment très cool l'Aerox. Et par exemple, toi, on va dire, si t'as une personne et tout qui a envie de faire un Aerox, tu le conseillerais quoi, on va dire, pour sa première course, combien on va dire d'entraînement type Aerox, peut-être du coup tu peux faire un parallèle aussi avec toi, tes entraînements, même si c'est pas du tout la même chose, que c'est pas le même niveau, les mêmes attendus, mais comment tu répartirais les séances. Et aussi j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais tu vois, je me sentirais pas de faire un Aerox dans 1 mois, parce que même si j'ai la prépa marathon mais que je l'enlève de ma tête, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un pace moyen, donc en EF, qui du coup en découle après sur des travails de seuil de VMA, un minimum intéressant pour pouvoir quand même prétendre à faire une course Aerox. Parce que tu vois, moi je vais faire une course Aerox, je vais pas me dire je veux faire 1 heure.
j'ai peut-être un objectif plus classique de 1h20. Après, je veux le faire en duo avec un pote qui, lui, court en 3, enfin, il fait un semi en 1h20, tu vois. Donc, pareil, 4,05 au kilomètre, tu vois. Donc, je sais très bien qu'il va vouloir avoiner. Mais j'estime qu'on n'en parle pas assez, qu'il y a peut-être quand même un petit pace minimum à avoir pour que ton aérox se passe un minimum bien, que tu exploses pas sur la course. Ouais, alors en fait, ça c'est très compliqué de répondre parce que Oui. c'est vraiment, vraiment du cas par cas. Et d'ailleurs, tu verras quand tu seras bénévole, tu auras l'occasion de voir euh, à quel point c'est hétérogène au Hmm. niveau des athlètes. Et c'est pour ça aussi que tu vois, on parlait de la fast lane et tout à l'heure. Moi, je pense que c'est primordial et pour que les Tout se passe athlètes bien. vraiment, vraiment qui viennent pour un chrono ben, puissent s'épanouir aussi bien que le mec ou la nana qui est là et qui veut juste être finisher. Moi, ça me fait pas plaisir de le bousculer non plus, tu vois, Oui. donc qu'il puisse kiffer son truc aussi. Donc, tu verras, franchement, tu vas tomber sur des profils, mais alors toujours, j'ai la casquette d'ostéo de soignante qui prend le dessus. Et je regarde des gens, mais dans n'importe quel pays qu'on soit, hein, et je dis, oh putain, mais elle va faire une crise cardiaque, et puis ils sont là, et puis ils en peuvent plus, mais même des personnes pas toutes jeunes, hein, mais Hmm. tu te dis, mais ils sont dans un état, et t'as envie de les aider. Et moi, même souvent, j'encourage des gens que je connais pas du tout. Quand je vois, ils sont en PLS sur les fentes, ils sont comme ça depuis 10 secondes, en mode, je peux plus y aller. Donc, tu sais, même à l'étranger, je les encourage et tout. Tu verras, franchement, et d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on n'en parle pas assez, parce que Irox veut pas du tout qu'on pense ça, qu'il y ait un pace justement minimum, parce qu'ils veulent en fait ouvrir à n'importe quel public. Et c'est vrai Normal. que eux, du coup, ils vont te dire, tu cours en 7,50 au kill sur ton 5 kills, mais quand même, tu peux faire un Irox. Et en fait, ils ont pas tort, Oui. parce que tu peux le faire. Après, c'est vrai que il y a certaines stations, tu vois, moi par exemple, je parle du pool qui m'avait traumatisé quand j'avais fait en simple et que j'en avais jamais fait de ma life. Une nana même qui doit tirer un pool à 70-75 pour les Open, quand t'as pas la bonne technique, enfin je veux dire, une dame de 60 ans pas du tout sportive, je vois pas comment elle le tire, tu vois, le pool. Donc bon, il y a des trucs quand même où, moi, pour revenir à ta question sur quels conseils on peut donner et tout, c'est déjà quand même ne pas y aller si t'as pas fait de spé aerox, mettons, t'as jamais touché à un ski, t'as jamais touché à un pull ou un push, Un rameur, surtout hein. quand t'es plus ou moins en forme. Enfin, il faut faire rien que pour les connexions nerveuses, en fait, tu vois, pour les schémas nerveux, pour être habitué, schéma corporel, à tirer un ski et tout. Et ça, c'est un truc que nous, on travaille encore à notre niveau, tu vois, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de volume pour que ce soit intégré. Mais même à très niveau très débutant, ben ça c'est des trucs qu'il faut faire. Donc déjà toucher un petit peu à toutes les stations Aerox avant. Après ça c'est pareil pour répondre à la question des fréquences d'entraînement, c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de gens aussi qui le font pour le kiff, qui veulent quand même kiffer leur truc, mais qui en fait n'ont pas le mode de vie, qui vont pour s'entraîner plus de 2 fois par semaine. Donc du coup c'est compliqué de dire bon ok, qu'est-ce que tu priorises? Le run, c'est clair, parce que si t'es pas habitué à courir et que tu dois te taper 8 kills déjà, c'est compliqué et surtout, tu vas pas du tout kiffer. Après, je pense que le plus réside dans la fixation d'objectifs. Et de toute façon, c'est le B à bas que tu retrouves dans les prépas mentales et dans les coachings sportifs, même si encore une fois, moi, je suis pas coach. C'est ok, c'est quoi ton objectif? Tu vois, Quentin, il a dans ses coachés autant certains qui vont viser des podiums et tout sur des courses que certaines qui courent franchement en 7 au kill et c'est ok en fait. Elle Mhm. veut juste être finisher et pas finir non plus trop en PLS. Elles savent qu'elles vont chier, mais elles signent aussi pour ça. Et l'idée aussi, surtout, c'est de partir d'une base. Après, c'est vrai que pour répondre à ta question de temps, tu vois, pour parler de ton pote qui fait déjà des grandes distances et tout ça, c'est clair que il y en a juste sous prétexte qui courent un peu bien et depuis des années, ils disent ah ouais, moi je pense que je peux faire moins d'1h10 à l'Aerox. Et tu les regardes, t'as envie de dire mec, tu vois, ton copain, il a beau un peu bombarder sur du 20 kills, eh ben, ça n'a rien à voir avec du run sous fatigue, tu vois. Au même titre Exactement, qu'un ouais. crossfitter qui va être hyper fort en explo, qui va être hyper fort sur les sleds, qui ton sled, il te le pousse si tu veux comme ça, Mhm. mais quand t'as 1 kilomètre dans les cannes et que t'as un cœur à 180 BPM, ton sled, déjà, tu le pousses pas de la même façon, tu vois. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est une pratique à part entière maintenant, mais je dirais qu'un pace minimum est pas forcément obligatoire, mais c'est vrai qu'il peut commencer à être obligatoire si tu veux commencer à aller chercher des petites perfs et des petits Mhm. chronos. Mais ça, après, je pense que les gens l'ont bien compris. De toute façon, à un moment donné, c'est des maths, hein. Donc, t'as déjà 8 Oui. kills de course à pied. Si un 8 kills déjà tout nu sans station, tu le fais en 6 au kill,
Tu fais 8 fois 6, je suis pas bonne en maths, 48. mais déjà, T'as tu vois, 48 minutes dans la tronche, ouais. et sans fatigue, et sans station. Donc t'imagines. Donc voilà. Après, je pense que tout le monde peut s'éclater dans l'aérox. Après, c'est une fixation d'objectifs. Faut se fixer les bons objectifs. Et surtout, alors là, c'est plus moi le côté préventif parce que c'est un truc qui m'enquiquine un petit peu et j'espère qu'Aerox France va faire quelque chose là-dessus. Mais c'est qu'en fait, là, t'as trop de coachs à tout va qui font des coachings Aerox, qui ont jamais fait d'Aerox de leur vie ou un Aerox et qui, sous prétexte qu'ils ont fait 1h45 en double mixte à Aerox Bordeaux l'année dernière, ils vont te dire, moi, je suis coach spécifique Aerox. Alors, je les rabaisse pas par rapport à leur chrono, mais c'est juste qu'en fait, ben non, en fait, t'es pas coach Aerox. Et ça, tu vois, moi, en tant qu'ostéo, donc je commence à être connue en, ah, bah, c'est l'ostéo qui fait de l'Aerox, bah, je vais aller la voir parce qu'elle connaît, nanana. Et si tu savais le nombre de messages à chaque fois, parce que je fais beaucoup je suis très open avec mes patients quand il y a besoin, un petit texto, une question, est-ce que je dois mettre du chaud, du froid, est-ce que je dois m'entraîner? Et si tu savais le nombre de messages que je reçois, ah, mais Véna, je voulais savoir, t'en penses quoi? Parce que là, du coup, j'ai fait une séance Aerox et puis il m'a fait courir et nanana, et puis il m'a fait ça derrière. Et en fait, bah, les coachs, c'est des coachs de foire qui connaissent rien à l'Aerox. Et sous prétexte qu'ils vont te caser dans le même WOD des burpees, du run et du rameur, ils vont te dire, bah, c'est un WOD Aerox. Alors oui, ça va être bien pour l'initiation et encore une fois, moi je suis pour que tout le monde se bouge les fesses, tout le monde fasse du sport et c'est génial. Maintenant, quand tu passes de un entraînement semaine ou deux à 5 à te taper du compromise run et tout ça, ah mais j'ai mes périostites qui me tirent et puis ils ont pas les bons chaussages et puis les machins. Mais ça, les coachs ils savent pas les orienter puisqu'ils connaissent rien à l'Aerox en fait, si tu veux. Et en fait, ce qui fait du mal à Aerox, je pense, c'est que comme c'est une discipline faite de plein de petites disciplines et de mouvements fonctionnels, en fait, il y a un peu trop de monde qui se l'approprie. Donc c'est chouette sur le côté athlète, peu importe notre niveau, mais sur le côté coaching, là, déjà, il faut une affiliation comme CrossFit et pourtant, il n'y a pas tout le monde qui respecte ça. Donc, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de mettre justement des certifications coaching Aerox qu'il y a dans les salles mais pour justement pallier à ça. Mais il n'y a pas de contrôle sur ceux qui, enfin rien qu'à Tours, hein, moi le nombre de coachs qui font payer beaucoup plus cher avec des forfaits Aerox par mois où ils te font payer ça à la peau du cul. C'est même pas du coaching perso, c'est juste pour avoir accès à des WOD Aerox. J'ai envie de te dire, tu vas chez Fitness Park, ils sont partenaires officiels. Tu vas sur leur appli et t'en as des WOD Aerox, tu vois. Donc en fait moi c'est plus pour ça, c'est plus sur le côté et déjà c'est pas cool pour la marque et c'est pas cool pour du coup les gens qui, alors c'est bien ils s'y mettent, mais ça peut faire aussi un peu de mal dans le sens où mais tu sais, c'est comme la course à pied, hein. Il y en a plein qui se mettent à la course à pied qui ont jamais couru de leur vie et qui d'un seul coup vont se faire 4 sorties semaine. Mais d'un côté c'est le truc chouette parce qu'ils se mettent à faire du sport. Mais parfois, c'est pas bien encadré, quoi. Sauf que là, mais ça, je veux dire, c'est au profit de personne. Ils décident eux-mêmes de prendre leur godasse, de prendre une appli Décathlon et d'y aller. Alors qu'il y en a, là, ils sont clairement du flou sur le dos d'Aerox, à placarder de tous les côtés. Je suis coach Aerox, alors qu'en fait, pas du tout, ils connaissent rien, tu vois. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de mal, quoi. Okay. Ouais, non mais clairement. Enfin, moi, après, je te parle là vraiment en tant qu'ostéo et thérapeute et de ouf. j'ai des bobos au cabinet. Ma question en découle, c'est que t'as eu quelques patients qui ont fait des Aerox, peut-être. Ouais. Après, je sais que c'est pas pareil que la kiné, mais est-ce que t'as peut-être vu forcément, on va dire, parce qu'on en parle pas assez, même si bon, on peut avoir quand même des indications, on va dire, sur le type de pratique que c'est, mais quelles sont un peu potentiellement les pathologies qui peuvent revenir quand tu fais un sport comme le Aerox? Donc j'imagine que c'est traumatisant surtout au niveau de la course à pied, donc tac, périostite, genou, essuie-glace, etc. Tout ce qui va être ischio et tout ça, mais ça vient aussi plutôt, bah pareil, quand tu commences à pacer ton run, bah nous on en est un petit peu contraint aussi avec Quentin, mais c'est vrai que tout ce qui va être chaîne poste, ça prend pas mal au niveau des gambettes. Après non, c'est cool parce que t'as pas de gros trauma, c'est plus du micro trauma parce que l'entraînement ou la récup a pas été bien géré, donc d'où le fait encore d'être bien encadré en fait. Après ça, je les aide sans problème en ostéo, hein, même ceux qui sont mal coachés, je leur dis bah, tu viens au cabinet, il y a pas de souci. Par contre tu décides de prendre un coach de foire, moi je vais pas me donner de ton temps un samedi après entre deux consultes pour t'expliquer le pourquoi du comment juste parce que je fais de l'Aerox et que tu sais que je fais de l'Aerox à côté. C'est juste ça. Mais sinon, non, c'est aussi le gros avantage de l'Aerox, c'est que c'est tellement complet, en fait, que les gens
sont quand même au courant quand ils veulent commencer à faire des chronos et tout ça, qu'il faut faire un peu de muscu, un peu de spé aerox, un petit peu d'endurance fondamentale. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'ils apprennent à se renseigner. Non mais attends, mais ça sert à quoi l'endurance fondamentale? Mais pourquoi c'est intéressant? Et puis du coup, ils apprennent plein de choses aussi sur l'anatomie, sur le fonctionnement du corps, du cœur et tout. Et ça, c'est vrai que c'est chouette. Je pense que les pratiques hybrides comme ça ont de belles années devant elles en tout cas. Ouais, je trouve que c'est hyper intéressant et puis ouais, forcément le Aerox s'y prête même s'il n'y a pas trop on va dire de muscu pur en termes de force mais tu la travailles indirectement dans tes séances donc ouais c'est sûr et tu me parlais de compromise run en gros c'est quoi? C'est le fait de justement de courir sous fatigue? Ouais, c'est run sous fatigue. Tu Ok. vois, nous, par exemple, on a, bah, comme tous les athlètes aerox, hein, on a plein de types d'entraînements différents. Tu vas avoir la muscu pure et dure, tu vas avoir de la zone 2 pure et dure, donc soit en vélo, soit en course à pied. Donc zone 2, c'est, bah, pour ceux qui savent pas, c'est quand le Le curve F. monte vraiment pas haut, mais par contre l'effort est très très long. Mhm. Donc ça peut être sur un vélo, sur un tapis de course, sur un rameur, sur un ski, peu importe, c'est du volume, du volume. Après, on va avoir les sessions de run vraiment sèches où on fait du frac en gros, où on travaille nos intervalles. Et puis là, c'est pareil, on travaille avec un... Donc là, on se base évidemment sur le pace parce qu'on veut arriver à un pace final après sur de la course, mais sur les sessions de run pur et dur, on va vraiment se caler plutôt sur notre rythme cardiaque. Pour développer en fait nos conditions cardiaques à ce niveau-ci. Tu vois, il y a nous on a fait un test là à l'INSEP il y a pas très longtemps, justement, tu sais, pour connaître nos seuils, à quel moment en Enfin, fait. VO2 max, etc. Et quand ça enclenche l'aérobie, etc. Exactement, c'est tout à fait ça. Et en fait, alors encore une fois, je suis pas coach sportive, donc même si j'ai des grosses connaissances médicales, je vais avoir mes limites là-dessus. Mais en fait, en termes de coaching, il est bien, par exemple, de s'entraîner vraiment dans ta zone seuil avant que tu passes dans le rouge, mais juste en dessous pour vulgariser le truc, habituer Créer, ton cœur à être quand même dans le créer mal. des adaptations, ouais. Voilà, créer des adaptations sans être non plus. Et de toute façon, tu peux pas faire des séances où tu es tout le temps dans le rouge. Ah non, c'est... Sinon, nerveusement et tout ça, tu peux pas en fait, et c'est contre-productif. Mais tu vois, ça par exemple, on en fait énormément, donc on appelle ça nous des séances au seuil. Et puis après, tu vas avoir les séances du coup de compromise run ou de run sous fatigue, où là, ça ressemble vraiment à de l'effort très spé aerox, où non seulement tu vas avoir des exercices donc fonctionnels. Alors en général, on casse des trucs évidemment qui sont pas inconnus à Aerox, quoi. Donc Hmm. on va mettre des exos qui ressemblent aux stations ou les stations en elles-mêmes. Et puis bah tu enchaînes sur la course à pied pour travailler vraiment ta relance, quoi. Ok, ok. Au niveau des jambes et tout ça. Ça marche. Bah écoute, on va finir un peu, parce que du coup tu m'en avais parlé, c'est au niveau un peu voilà de tes sponsors, Puma, etc. Comment ça se passe? Comment tu vois un peu du coup le futur, enfin ton futur en tant qu'athlète Aerox, donc dans une horizon voilà de 1 à 3 ans, je dis une bêtise. Voilà un peu comment ça se passe parce que t'as des abonnés sur Instagram, mais comparé à d'autres personnes, t'as pas beaucoup d'abonnés et c'est vrai quand Ah ouais, même que non. directement Puma te sollicite avec Quentin. C'est quand même pas rien. Après, voilà, forcément, c'est par rapport à Aerox, donc ça peut être hyper sympa. Et en gros, est-ce que eux aussi, de ce côté, ils développent pas des partenariats, mais des contrats justement avec des athlètes Aerox pour promouvoir la marque? C'est quoi leur objectif? Vous, pourquoi ils vous ont alpagué, si je puis dire? Enfin, voilà. Mhm. Alors, pour revenir sur Puma, nous, on n'a pas un contrat athlète vraiment avec Puma. Ils nous Hmm. fournissent nos chaussures, ce qui est déjà super chouette, hein, parce que ça reste un investissement comme un autre. Et demain, bah, si on n'a plus Puma, de toute façon, on va pas courir pieds nus, on va s'acheter nos chaussures. Ouais, ouais. Donc, c'est toujours une aide financière comme une autre, parce que voilà. Après, c'est vrai que pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, bah, Puma, on n'a pas vraiment un contrat athlète avec eux, mais c'est vrai qu'ils nous fournissent nos chaussages. Donc ça, c'est déjà super chouette. NutriPure, par exemple, aussi, là, ils nous fournissent tous nos compléments alimentaires, donc c'est vraiment chouette aussi. Notre sponsor, après, numéro 1 reste TSE Athletics, donc la marque de Sissi, du coup, pour ceux qui font pas le rapprochement entre les deux, qui, eux, vraiment nous ont encouragés du tout début. On y est un petit peu allé avec le culot en disant, bah écoutez... on est le meilleur. À l'époque, on n'avait même pas le record de France. On était juste le meilleur mix français de notre catégorie d'âge. On a dit voilà, nous on veut pousser fort dans Aerox, mais là simplement on a besoin d'un petit coup de pouce. On sait que vous commencez à vous intéresser un petit peu à Aerox, donc est-ce que vous voulez
voulez travailler avec nous. Donc ils nous ont gentiment dit bah écoutez ouais. Donc TSE est vraiment notre sponsor principal parce que eux ils nous aident financièrement et au niveau des équipements textiles du coup et on les remercie vraiment pour ça et vraiment par contre ce qui est chouette que ce soit avec NutriPure, TSE, Puma, qui sont ceux avec lesquels on travaille le plus. En fait, ils nous voient vraiment comme des athlètes justement. Ils nous voient pas comme des influenceurs. Tu peux prendre par exemple le cas de Sissi et Tini où toute leur image est beaucoup faite sur les réseaux sociaux, mais à aucun moment, et c'est important de le dire, ils nous obligent à publier des trucs ou Des quoi. stories, faire des réels sur eux. Non, justement, ils voilà. sont vraiment dans le. Écoute, en termes de charge mentale, on veut vraiment que vous soyez, en gros, vous vous entraînez et vous gagnez vos courses et nous, on vous encourage là-dedans. Et c'est vrai que nous, du coup, bah. Déjà, ils nous ont encouragés avant qu'on pèse un petit peu plus dans les résultats, donc c'était super chouette de leur part. Et aussi surtout, mais ça c'est vrai aussi avec Puma, c'est vrai avec NutriPure, ils nous envoient du matos, mais à aucun moment ils nous disent faut que tu nous identifies, faut que tu machin, faut que tu fasses ci ça. Donc à chaque fois que nous on le fait vraiment de bon cœur pour les remercier et parce que tout simplement le matos en plus qu'on nous envoie et qu'on consomme, c'est du matériel, que ce soit pour les chaussures ou pour les compléments, qu'on consommait déjà avant. Donc nous, on est d'autant plus heureux de se dire ah bah c'est cool parce que c'est des marques qu'on adore et en plus il nous faut confiance. Après, c'est vrai que là, bah tu vois, on parlait ostéo et tout ça. On va voir un petit peu enfin, ça dépend de plein de choses en fait. Ça dépend s'ils ouvrent du Elite 15 en mix l'année prochaine, ça dépend du résultat qu'on fait au championnat du monde, ça dépend de s'il y a d'autres contrats ou quoi qui se greffent et d'autres types de contrats. Mais c'est vrai que je t'avoue qu'en l'état, bah parfois c'est un petit peu compliqué pour moi parce que enfin surtout pour moi parce que Quentin c'est son taf, c'est sa passion, il est dans le coaching là-dedans. Mais c'est vrai que moi c'est plus en fait en termes de charge mentale et de fatigue psychique en fait parce que tu peux pas avoir le mode de vie qu'on fait là. Ouais. Enfin, tu vois, enfin, sans vouloir être à plaindre et encore une fois, je veux pas de médaille pour ça parce que c'est un investissement sur nous-mêmes, on vit comme des athlètes et tout, c'est super chouette, on est contente de faire ça. Mais ça aura ses limites dans le temps, dans le sens où, tu vois, moi, par exemple, je rentre à la maison, il est quasiment 22 heures quand j'ai fait ma journée de cab. Je me dis, OK, demain, j'ai 2 entraînements. Donc, tu sais que tu dois pas te lever trop tard parce que tu dois petit déjeuner pas trop tard pour avoir le temps de digérer, pour faire ta première session. Et après récup. Voilà, mais la faire pas trop tard parce que justement, en fait, tu dois récupérer derrière avant de faire ta deuxième session du soir, sans compter que tu as les choses à côté, hein, tu as la compta du cabinet, voilà, on a notre maison à gérer comme tout le monde, on n'est pas papa maman, donc déjà ça enlève une grosse charge. Mais voilà, et c'est vrai qu'en fait, tu vois, j'en parlais justement il y a très peu de temps là avec Clément Hubert qui gère les Puma France sur tout ce qui est running, Aerox et tout ça. D'ailleurs, il a fait un super podcast avec EMF aussi là il y a une semaine où on apprend justement plein de choses sur comment ils sponsorisent, comment ils visent tels athlètes et comment ils les aident. Et justement, enfin, je lui ai fait un retour là-dessus, c'était hyper intéressant et tout ça. Et en fait, c'est ce qu'il disait. Il parlait notamment d'une Claudia partie CrossFit. Et en fait, là où à un moment, nous, on est bloqué avec enfin surtout moi actuellement, c'est que je peux pas vraiment m'entraîner plus que ce que je fais là, parce que tu vois, à 7-8 entraînements semaine, en fait, au bout d'un moment, encore une fois, nerveusement et fatigue parlant, tu peux pas produire plus. Mais en fait, ça va être des trucs que tu vas grappiller dans la récup, dans la charge mentale, peut-être si demain on a des contrats qui nous aident un petit peu plus financièrement, je peux me permettre peut-être de faire 2-3 consultants moins le soir, donc rentrer juste 2 heures plus tôt chez moi. Ouais, donc ou un sponsor qui t'envoie, je dis des bêtises, des bottes de compression. J'ai commencé à voir que vous allez travailler, la cryothérapie, vous êtes en train vraiment de push un peu sur la récupération, comme tout bon tu vois, sportif de haut niveau. La cryo, nous, on a la chance d'être encouragés. Donc, en fait, on est sponsorisé d'une certaine façon par par Cryothéra, donc celui de Tours, qui nous prend en charge toute notre cryo, toute notre pressothérapie. Et ça, c'est pareil. C'est ça, plus ça, plus ça. Mais en fait, c'est plein de petites graines que tu sèmes et qui font vraiment la diff à la fin. Et en fait, là, à ce jour, c'est vraiment des choses qu'on va devoir continuer à mettre en place et à trouver si on veut continuer à performer. Pour continuer à progresser, c'est clair et net qu'il nous faut ça. Et même pour continuer à performer tout court, parce qu'en fait, là, je suis pas au bout du rouleau non plus. Mais c'est vrai que tu tires sur la corde tout le temps. Je comprends. Ouais. Et à un moment donné, c'est un petit peu mon expression en ce moment, mais tu peux pas faire ça pour des cacahuètes, tu vois. Donc...
là, vraiment, aller jusqu'au championnat du monde parce qu'on a vraiment un truc chouette à faire, on va le faire. Après, on n'est pas non plus Kylian Mbappé pour prétendre avoir des contrats à je sais pas combien, mais tu vois, juste parfois avoir des contrats qui te font dire, ok, ben en fait, Tu peux relever le pied sur autre chose pour je t'investir peux lever davantage. le pied sur l'autre chose, j'ai une charge mentale en moins sur tel truc, donc je peux mettre encore plus ça au profit d'Irox, de ma préparation et tout. Et puis même psychologiquement, de dire, putain, ouais, il y a des gens qui croient en moi à la hauteur de... Parce que je peux te dire, encore une fois, je veux pas de médaille, mais quand t'es à 6 heures du mat sur ton putain de tapis de course, parce qu'on est là, hein, moi j'aime bien courir, hein, mais à un moment donné, quand tu tapes des runs à 3h30 sur ton tapis de course à 6 heures du mat et qu'après t'as 15 consuls derrière, mais Il je faut. suis pas maso, hein, donc moi comme tout le monde, en plein hiver, quand il fait -6 chez nous, n'est-ce pas? Eh ben j'ai pas envie d'aller dans mon home gym, il fait tout noir, il y a personne dans le village, il y a aucune lumière, il y a que moi qui court sur mon petit tapis. Ben à un moment donné, ça, là on est tenu parce que on a quand même des gens qui nous encouragent. On sait qu'on a un truc à faire et puis on progresse aussi, donc mine de rien, tu vois, pour reparler de fixation d'objectifs, ça nous nourrit beaucoup. Mais au bout d'un moment, tu vois, moi je réfléchis toujours, c'est mon côté aussi très santé où on parle toujours pour un médoc ou pour une manip en bénéfice-risque. Bah moi là je réfléchis beaucoup en bénéfice en kicking parce qu'en fait au bout d'un moment, et c'est le cas pas que moi, hein, c'est le cas de plein d'athlètes, on essaye de pousser le truc au max, mais voilà. Et tu vois, pour revenir sur les réseaux sociaux, c'est clair et net qu'aussi ça c'est un truc qu'on va devoir développer d'autant plus. Mais en fait, là, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce qu'en fait, on sait qu'on doit développer ça pour avoir potentiellement plus de contrats, plus d'aides financières et donc du coup pouvoir souffler un petit peu. Mais là, on est un peu dans l'entre-deux où tu dois quand même faire beaucoup sur les réseaux et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en place. Mais t'as pas encore les retombées qu'il faut. Et là, en fait, pour être complètement transparente, on est beaucoup à, ok, qui nous encourage, qui veut vraiment croire en nous pour engager le truc et te dire ok on te fait confiance, tu vas développer ci ça et puis vous allez exploser derrière. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Quentin lui le fait plus, bah ça se voit même dans notre nombre d'abonnés, hein, c'est con mais tu vois là lui depuis qu'il développe quand même pas mal, il arrive à 5000 abonnés, donc on n'est pas non plus sur du 150 000 ou que sais-je, mais bah on n'est pas plus bête que d'autres, hein. On voit que quand on commence à être plus rigoureux sur les réseaux, bah forcément ça prend. Maintenant ça reste un taf à part entière. Tu vois là même moi tout à l'heure j'arrivais pas à faire régler mon micro et tout, donc t'imagines le temps que je perds au début pour faire ça. Mais c'est du temps où je vois pas mes patients, c'est du temps où je m'entraîne pas, c'est bon. Donc c'est plus pour ça. Donc oui, c'est un truc qu'il faut développer. Après franchement on crache pas du tout dans la soupe, on est déjà très bien entouré et c'est déjà énormissime ce qu'on a pu avoir en un an. Mais en même temps on est aussi conscient que nos résultats sont très bons. Et entre guillemets, heureusement qu'on a ça, parce que sinon, moi, depuis Belle Lurette, j'aurais dit, bon, bah, écoute, c'est chouette, mais ciao, quoi, parce que, bah, ma vie, elle était aussi parfaite avant Aerox, tu vois, donc c'est que du plus, comme on le disait tout à l'heure, c'est que du bonus. Donc voilà, donc affaire à suivre. Et on espère qu'il y a des choses qui vont un petit peu se décanter dans les prochains mois, quoi, ce serait vraiment cool. Oui, je pense que oui. Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Comme toute fin d'épisode, j'ai ma petite question que je pose à mes invités. Le podcast s'appelle Équilibre et Performance. Donc, en gros, ma question, c'est par rapport à toi, même si bon, j'ai eu quelques, on va dire, indices pendant cette interview, on va dire. C'est est-ce que c'est l'équilibre dans ta vie qui t'a amené de la performance, ou c'est plutôt que t'avais à un moment donné une vie qui était un peu déséquilibrée et que t'avais besoin juste d'aller chercher de la performance pour ensuite la ramener en équilibre? Je pense que ce serait plutôt équilibre pour la performance parce que bah, tout se passait bien et vu que tu performes, on te reconnaît surtout en tant qu'ostéopathe, mais surtout athlète Aerox, c'est parce que tu avais déjà une vie qui te convenait en tant qu'ostéopathe. Ouais, c'est complètement ça. Par contre, c'est vrai que, alors c'est clairement parce que j'avais déjà un équilibre de vie et d'ailleurs même mon découpage en tant que ostéo 3 jours par semaine et tout était déjà le cas avant de me lancer dans l'Aerox. Donc c'est parce que j'avais déjà un mode de vie très équilibré que ben j'avais aucune excuse au départ pour pas pouvoir m'y mettre un peu plus à l'Aerox. Par contre, le fait d'être de manière pro dans l'Aerox, ça m'apporte encore plus d'assiduité, encore plus d'équilibre en fait dans ma partie ostéo, et en fait ça met encore plus en relief certaines choses et c'est du plus sur beaucoup de choses. Mais justement pour revenir à ce dont on parlait ensemble, là faut pas que ça trouver ton équilibre. Il faut que ton équipe te convienne et que ça pas sur un burn-out, mais que ça décroche pas sur un élément et que au fond ça te satisfait pas, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Mais bon, écoute, pour le moment, on tient encore le cap.
Donc on verra, affaire à suivre, quoi. Ok, bah écoute, top, donc parfait. Juste au niveau de tes réseaux, tu t'appelles comment sur Instagram, où on peut te retrouver? J'ai l'impression que tu es que sur Instagram, il n'y a pas encore de YouTube, etc. Non. Alors, mon Insta, c'est mefpgz, du coup. Et puis, sinon, dans YouTube, ça viendra peut-être plus du côté de Quentin qui va essayer de... On a eu pas mal de demandes, c'est vrai que sur les journées type, comment ça se passe en compète. Et puis, les gens aiment beaucoup quand on essaye de partager, quand on voyage. Du coup, via Aerox aussi. Le quotidien, ouais. Ouais, puis nous, on aime bien joindre l'utile à l'agréable. Donc, tu vois, on visite et tout pas mal aussi quand on va en compète. Donc, c'est chouette. Mais voilà, non, je suis pas très réseau de base. Donc, moi, on me trouve que sur Insta et sur Doctolib, quoi. Ouais, c'est vrai, il y a ça aussi. Non, mais écoute, top. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très intéressant. Je pense que surtout dans la hype du Aerox, on pouvait pas avoir mieux comme athlète pour en parler. C'est très gentil. Et puis voilà, donc je te souhaite de la réussite autant pro que perso et surtout que en termes d'Aerox, ça se passe bien. Et puis on se voit à Toulouse du coup. On se voit à Toulouse. Mais nos reps, attention. Hein. Ouais, t'es nos reps et surtout je te ramènerai de l'eau sur les fast lines. Avec plaisir. Ça marche. Merci beaucoup en tout cas. Allez, ciao l'équipe. C'est la fin de l'épisode l'équipe et j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout que vous avez appris des choses. Car c'est le but avec ce podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous appréciez le podcast, vous pouvez vous abonner, que ce soit sur YouTube ou la plateforme d'écoute de votre choix, car il y a 3 épisodes qui sortent toutes les semaines. Et je tiens à garder ce rythme. Vous pouvez également me laisser une review de 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Ça soutient énormément le projet et notamment en termes de référencement naturel. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Équilibre et Performance, que ce soit sur le compte Instagram ou sur le compte TikTok en tapant équilibre-ET pour performance. Vous retrouverez au cas où tout en description, que ce soit sur YouTube en version streaming audio. Prenez soin de vous et atteignez vos objectifs avec équilibre et performance. On se dit à la prochaine équipe.